On peut tout à fait être patriote et aimer son pays et vouloir partir simplement parce que on veut plus contribuer au système tel qu'il est actuellement. Par exemple, pendant la guerre froide, il y a plein de gens qui sont partis d'Union soviétique, non pas parce qu'ils aimaient plus leur pays, mais parce qu'ils aimaient pas la manière dont était géré leur pays. Ensuite, on peut tout à fait vouloir payer des impôts pour des raisons de solidarité, mais quand même partir pour un pays moins fiscalisé. Si par exemple on part de la France vers la Suisse, on va diviser ses impôts peut-être par 2, 3 ou 4, alors que la Suisse a une meilleure égalité que la France. Idem, si on part en Estonie, on va diviser par 4 son taux d'impôt, alors que en fait, la France et l'Estonie ont le même taux d'inégalité dans leur société. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que partir de la France, c'est être un traître, ou alors la suite logique de sa vie? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Actuellement, à Dubaï, je suis en compagnie d'Olivier Roland. Salut Olivier. Salut Maxence. Donc aujourd'hui, on va parler de ton nouveau livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Plus libre, plus heureux et moins taxé. Comment s'évader intelligemment ?» Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et pour la petite anecdote, je fais partie de tes clients dinosaures puisque j'ai acheté ton programme anciennement appelé Blogueur Pro le 28 décembre 2010. Donc ça fait de nombreuses années qu'on se connaît avec Olivier. Ravi de faire ce podcast pour la sortie de ton nouvel ouvrage. Je te laisse te présenter brièvement, puis ensuite on va revenir sur l'intégralité de ton livre. C'est impressionnant que tu te rappelles de la date. Et effectivement, tu t'es inscrit lors du 2e webinar de Blogueur Pro, donc ça commence à remonter. D'ailleurs, aujourd'hui, donc, cette formation s'appelle Business Libre, je l'ai renommée. Et donc, j'aime bien me décrire comme un prof de liberté. La liberté, ça a toujours été une de mes valeurs cœur. Et tu vois, j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et c'était une aventure incroyable, sauf qu'au bout de 5 ans, j'en avais marre de travailler 70 heures par semaine et de prendre une semaine de vacances par an. Et je voulais un meilleur équilibre de vie entre ma vie pro et perso. Et c'est là que je me suis rendu compte que le business que j'avais créé pour devenir libre, c'était en fait devenu une prison que je m'étais construite moi-même. Et j'ai cherché une solution pour sortir de cette prison que je m'étais construite pendant des années. Et au final, j'ai réussi alors en me formant, en lisant des livres, notamment la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et ça m'a donné envie de créer un business web basé sur des blogs. À la base, des livres pour changer de vie, c'est probablement comme ça que tu m'as découvert. On a tapé dans Google « changer de vie » et t'es tombé sur et je suis tombé sur toi. Et t'es tombé sur mon blog. Et aujourd'hui, j'ai un business qui me permet d'aider des milliers d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs chaque mois, qui me permet de voyager plus de 6 mois par an depuis 15 ans, qui me permet de gagner plus d'argent que ce que je peux en dépenser. Et tu vois, l'année dernière, donc, j'ai travaillé 23 heures par semaine en moyenne, tout en voyageant 7 mois et demi dans l'année. Donc là, je peux vraiment dire que j'ai un business au service de ma vie. C'est ce que j'essaie d'enseigner, de partager, pour qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui aient un meilleur équilibre de vie, parce que je sais que c'est pas facile en fait. C'est vraiment une sorte de mythe de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour devenir libre. Puis en fait, comme moi, je l'ai fait, ils se construisent leur propre prison. Il y a moyen de s'en sortir avec le bon mindset, la bonne vision et les bonnes stratégies derrière. Et j'ai aussi donc écrit un livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. En septembre 2016. C'est incroyable. Je suis un psychopathe des dates et des chiffres. On en avait déjà parlé parce que tu m'avais interviewé une autre fois. J'avais halluciné sur comment tu te rappelles des dates, mais là tu le prouves encore, absolument, sorti en septembre 2016. Alors moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte. Donc j'ai écrit ce livre déjà pour montrer qu'on peut réussir sans forcément avoir réussi dans le système scolaire, même si on peut aussi réussir en ayant réussi dans le système scolaire, bien sûr. Pour montrer les limites du système éducatif, de pourquoi il était créé avant tout pour avoir des citoyens productifs à la fin du 19e siècle, puisque c'est à ce moment-là que l'école gratuite obligatoire pour tous a été instaurée, non seulement en France, mais dans la plupart des pays occidentaux. Et donc ça voulait dire quoi ? Avoir des bons ouvriers, des bons employés, des bons soldats. Donc des gens qui obéissent à l'autorité, qui ne remettent pas trop en cause ce qu'on leur dit, qui reçoivent un savoir précieux de l'autorité qui est le maître, etc., etc. Et tout ça, ça se retrouve encore, même si bien sûr le système a beaucoup évolué depuis, ça se retrouve encore aujourd'hui dans le système éducatif. Et dans la deuxième partie, j'essaie de montrer comment on peut s'éduquer par soi-même tout au long de sa vie, tout en créant sa propre aventure dans la vie, plutôt que de devoir suivre le sillon qui sont imposés par la société. Et ça passe notamment, je pense pour beaucoup d'entre nous, par l'entrepreneuriat, le fait de créer sa propre boîte, ce qui est une vraie
manière intéressante de créer sa propre aventure. Donc voilà, tout ça pour dire que je me considère comme un prof de liberté. Et là, j'étends encore plus cette exploration de la liberté dans ce nouveau livre. Magnifique. Donc tu es originaire de Lille. Ouais. Là, on réalise cet enregistrement en direct de Dubaï. Comme tu l'as évoqué il y a quelques instants, donc tu as écrit un premier livre en septembre 2016 donc, qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », qui est vendu à plus de 130 000 exemplaires sur toutes les plateformes. C'est ça. Donc, en français, oui. En français, donc ça c'est excellent, et qui a été traduit aussi dans Il a été traduit langues. en anglais, en portugais et en russe aussi, de manière assez surprenante. Et Russie, tu sais combien d'exemplaires? Je ne sais pas du tout combien, je t'avoue. Au Portugal alors, Portugal, c'est un petit pays, tu sais, donc il a dû se vendre à 3000 exemplaires, ce qui est suffisant pour en faire un best-seller là-bas. Déjà excellent. Ouais, pour le Portugal, c'est un best-seller. Et en anglais, c'est vendu à 5000 exemplaires, ce qui est, bon, c'est OK, mais c'est pas non plus foufou. Excellent, parce que tu n'as pas de business lié à ces pays-là, donc c'est ça que je trouve j'ai pas du tout pu... par ricochet magnifique. Ouais. Et concernant ce deuxième ouvrage, donc comment tu as créé cette genèse? Parce que le premier livre, je l'évoquais hier quand on avait échangé ensemble, le timing était parfait. Ce second livre, le timing est dans l'air de temps pour toi, donc comment tu as eu l'idée de l'écriture de ce deuxième ouvrage, et explique-nous un petit peu après qu'est-ce que tu as mis dedans. Oui, bah écoute, moi je suis parti de la France en 2015, début 2015, pour Londres. Et d'ailleurs, je démarre le livre en racontant pourquoi et comment j'ai fait ça. En fait, tu vois, à l'époque, déjà, ça faisait 4 ans, en début 2015, que je voyageais 6 mois par an, tout en étant basé à Lille, qui est ma ville natale. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, d'amis entrepreneurs, qui me disaient, mais tu es déjà 6 mois par an à l'étranger, pourquoi tu restes en France ? Qu'est-ce que tu fais là ? Complètement. Et je fais partie de ces gens-là qui t'avaient laissé un commentaire sous un de tes articles. Absolument. Alors, parce que j'avais publié un article en 2013, il y avait un article du Figaro qui est sorti, qui comparait en fait les impôts qu'on paye dans les différents pays européens, c'est-à-dire tous les impôts, impôts sur le revenu, société, cotisations sociales, etc., etc. Et on voyait que la France était en tête des prélèvements obligatoires en Europe à ce moment-là. Et donc, j'avais écrit un article, c'était en 2013, en disant, mais attendez, moi, je vis dans le nord de la France. Si je fais 20 minutes de voiture, donc j'arrive en Belgique, d'après les chiffres du Figaro, j'économise 10% d'impôts par an. Si je fais 3 heures de voiture, je vais au Luxembourg, j'économise 30%. Si je vais en Angleterre, c'est autant. Et je disais, mais est-ce que c'est normal ? Moi, j'entends bien qu'il faut payer des impôts pour payer des routes, des hôpitaux, etc. Mais est-ce que vraiment, si j'étais né en Belgique ou au Luxembourg ou en Grande-Bretagne, j'aurais eu moins de chance dans la vie ? Probablement pas. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même un ratio entre ce qu'on paye et ce qu'on reçoit en échange qui est plus ou moins favorable en fonction des pays. C'est clair. Donc ça, c'était le début de la réflexion quand j'avais vu ça. C'est pour ça que j'avais publié cet article. 2013. Et il y a eu énormément de commentaires. Cet article avait cartonné par rapport aux standards de mon blog. 500 commentaires, quelque chose comme ça. Je sais plus, il faudrait regarder, mais des centaines, ouais. Et toi, t'étais le premier à avoir commenté, c'est rigolo d'ailleurs. Et j'avais dit, Olivier, go pour l'expatriation. Et à cette époque-là, tu avais choisi Londres dans un premier temps. Alors attends, non, ça c'était en 2013, donc c'était 2 ans avant que je parte. Et donc, mais c'est probablement un des trucs qui avait amorcé la réflexion, mais d'autres personnes me disaient, mais en gros, la France est super taxée, et puis tu es déjà en train de voyager partout, donc quel est l'intérêt de garder ta base fiscale et ta résidence en France ? Et bon, je réfléchissais comme ça, bon voilà. Et là, je rentre après 1 mois de voyage aux États-Unis, et là, il y a une magnifique lettre du RSI qui m'attend. Donc le RSI, ça n'existe plus aujourd'hui parce que justement, on va en reparler, c'était une calamité. En fait, ça a été fusionné avec l'URSSAF. C'était le régime social des indépendants, puisque moi j'étais un indépendant. En gros, c'est ce qui gère la cotisation sociale, tout simplement. Qui me disait en substance, hey, voilà, bonne nouvelle, vous nous devez 95 000 €, donc il va falloir payer parce que sinon on va pas être content. Puis si vous ne nous payez pas, on va vous envoyer les huissiers. Voilà, merci, bisous, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Évidemment, tu t'attendais pas à recevoir ce type de courrier. Déjà, quand j'arrive, ça fait 15 jours que la lettre est arrivée, puisque j'étais en voyage. Ouais. Donc j'ai dit, mais merde, ils peuvent même pas m'envoyer un email. C'est en 2013, tu vois. Bon, ils doivent encore m'envoyer du courrier papier. Et surtout, le montant me paraît délirant. Tu vois, 95 000 €, c'était grosso modo ce que j'avais sur le compte de la boîte. Donc là, la trésor. Je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable. Puis surtout, j'avais pas prévu ça. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Ça me paraissait délirant. J'envoie tout à mon comptable. Puis là, tu vois, je me range les os en attendant qu'ils me répondent. Et il me répond quelques heures plus tard en me disant, mais non, pas du tout, ils se sont trompés. J'ai calculé, vous leur devez 25 000 €.
Et il m'a dit, vérifiez sur Internet, vous allez voir, il y a plein de problèmes en ce moment avec le RSI. Leur logiciel informatique bug et ils ne savent pas bien calculer les cotisations. Alors, je me dis, what? Et bizarrement, c'est pas en ta faveur, l'erreur. Ah oui, Ça, c'est en ta étonnant. défaveur. Non, mais c'est vraiment très étonnant. Donc, je fais une recherche sur le web, je vois qu'il y a plein d'articles de journaux qui parlent de ça, qu'il y a même des entrepreneurs à qui le RSI a envoyé des huissiers pour récupérer des sommes fictives qui ont été mal calculées par le logiciel. Je me dis, mais c'est du délire. Je tombe même sur un rapport de la Cour des comptes en 2012. Donc, la Cour des comptes, c'est l'instance officielle qui est chargée de vérifier que l'État ne fait pas trop de bêtises avec l'argent du contribuable, qui qualifie littéralement, et je cite du rapport, hein, le RSI comme une catastrophe industrielle. Et là, je me rappelle l'article du Figaro et je me dis, mais attends, c'est dingue. On est dans le pays le plus imposé d'Europe, ou en tout cas dans le top 2 ou 3. Et derrière, on se tape, je me tape des lettres avec des fausses demandes de cotisation. Les mecs sont même pas capables de calculer combien je leur dois. Et la Cour des comptes qualifie ça de catastrophe industrielle. Je me dis, mais attends, je paye super cher pour avoir un service absolument horrible. Et là, je me suis dit, ok, si j'attends un signe de l'univers, le voilà. Qu'est-ce qu'il me faut de plus, tu vois? Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai pris la décision de me partir et 2 mois plus tard, j'étais parti. Donc du coup, 2014 ou 2015? C'était 2015, c'est début 2015. Donc c'est début 2015 que tu reçois ce courrier après être parti J'ai dû rentrer fin février et j'étais ou début mars et j'étais début mai, j'étais parti, j'étais arrivé en Angleterre. Donc comme on dit, à chaque fois on pense que ça arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où nous arrive à soi, et c'est là où on a le déclic en se disant c'est bon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, et c'était pas juste ça, hein, d'accord, j'avais toute une réflexion avant, et j'étais vraiment en train de me poser la question. 2 ans en avant, tu publiais déjà des articles, tu étais dans cette démarche de quitter la France, mais tu ne savais pas encore la destination à laquelle tu allais choisir. Voilà, et tu vois, ça a été une démarche qui, rétrospectivement, a été très intéressante, parce que je ne l'avais pas formulée comme ça à l'époque, mais en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai un bon rapport qualité-prix par rapport aux impôts que je paye? Et est-ce qu'il n'y a pas un meilleur rapport qualité-prix à avoir ailleurs? On dit, oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on va aller voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que parfois, l'herbe est vraiment plus verte ailleurs, donc je vais aller voir, je vais aller explorer, puis on verra. Parce que je me suis dit, dans le pire des cas, je resterai à Londres quelques années, puis je reviens. À Lille. C'est tout. Ouais. Alors en plus, tu vois, j'hésitais entre plusieurs endroits. À l'époque, donc mes villes préférées en Europe, c'était Barcelone et Amsterdam, donc j'avais hésité aussi à aller là-bas. À l'époque, c'était le moment, début 2015, où tout le monde allait à Malte. Donc je me suis dit, bon, alors tout le monde, c'est quoi? C'est tous les infopreneurs, hein, tous les entrepreneurs du web dans mon industrie. Donc je me suis dit, bon, moi, je suis un bon sceptique, tu vois. Maths, ça me tentait pas trop, mais je vais aller voir. Tu vas explorer. Donc, je suis allé 15 jours là-bas, ça m'a convaincu de pas y aller. Okay. Tu vois, parce que, bon, Malte... une petite île, un petit voilà, caillou. Malte, c'est un petit caillou. 40 km de long sur peut-être 20 de large. Toi, tu y as vécu quelques années, je sais. Donc. Mais tu vois, voilà, j'ai vu ça, je me dis, bon, c'est bien pour prendre ses vacances 15 jours. Il y a du soleil, mais sinon, c'est quand même pas mal desséché, c'est petit. Moi, je me voyais pas là-bas, enfin, c'était trop petit pour moi. Et Londres, en fait, ça a coché pas mal de cases parce que c'était juste à côté de Lille, 1h30 de train, littéralement. Même climat, donc c'est pas un problème pour moi. Je voulais améliorer mon anglais. J'étais fasciné par la culture anglo-saxonne. Très facile de voyager, c'est un des meilleurs hubs aériens du monde, si ce n'est le meilleur. Donc pour moi, c'était parfait. Et j'avais déjà des connaissances sur place en plus. Tu vois, donc voilà, je suis parti 15 jours en repérage en mars pour trouver le quartier où je voulais aller. Je l'ai trouvé. Après, j'ai visité plein d'appartements. Et puis début mai, j'étais installé. Et j'avais tout déménagé. Et tu vois, ça, c'est aussi un des gros avantages. Pourquoi j'ai pu faire ça vraiment en un claquement de doigts? Parce que mon business est entièrement sur le web. Et c'est un des grands sujets de mon livre, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs du web, et même pas seulement, toutes les personnes qui font du télétravail ou qui ont la possibilité de le faire, ont accès d'un seul coup à un marché de juridictions qui se battent pour amener ces personnes. Et donc, en fait, on passe d'un état où on doit subir le monopole d'un service de gouvernance à un état où on a accès à des dizaines de prestataires de services de gouvernance qui sont en compétition les uns avec les autres pour nous fournir le meilleur service au meilleur prix. C'est la même chose que lorsque les pays communistes d'Europe de l'Est se sont mis au capitalisme et qui sont passés de devoir faire la file
la queue pour avoir une baguette Une de ratio. pain. Voilà, un ticket. Ouais. du pain ils n'avaient pas le choix, c'était ce pain-là, puis c'est tout. En général, le produit était médiocre. Au supermarché capitaliste, où là, ils n'ont plus besoin de faire la queue pour avoir le pain, c'est le pain qui est en rangée pour eux, tu vois. Et avec une variété de produits qui est juste inimaginable. En fait, quand Gorbatchev a visité un supermarché américain au début des années 80, et il a dit mon Dieu, il ne faut surtout pas que nos compatriotes voient ça parce qu'il y aura des émeutes, parce il avait halluciné de la quantité et de la qualité des produits disponibles. Pareil, Boris Eltsine a visité un supermarché au Canada au début des années 90, il a dit exactement la même chose. Et là, c'est la même sensation, en fait, quand d'un seul coup, tu passes d'un État où tu subis le monopole d'un service de gouvernance, tu n'as pas le choix. Et quand l'État te dit c'est ça qu'il faut que tu payes, c'est ça qu'il faut que tu payes. Sinon, on t'envoie en prison, c'est pas compliqué. Hein. Sinon, on t'envoie littéralement un fonctionnaire armé d'un pistolet qui va utiliser la menace de la violence physique pour te forcer à payer si tu veux pas payer. Je veux dire, complètement. Essayez d'arrêter de payer vos impôts, et vous voyez ce qui se passe au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, ça va aller très très vite. Hein. Donc, on est obligé de subir ce monopole, et d'un seul coup, on a accès à des dizaines et dizaines de prestataires. Et où on peut savoir quel prix ils demandent et grosso modo, quelle est la qualité de ce qu'ils peuvent apporter. Ça change complètement la donne. Tu vois, et c'est un des grands sujets de mon livre, parce qu'en fait, je pense que c'est une des disruptions profondes qui est en train de complètement bouleverser les États-nations. On pourra parler de ce qu'est un État-nation et la société de manière générale, et que ça sera aussi, en fait, la révolution numérique et la mondialisation qui est en train de se produire, c'est une révolution qui est encore plus chamboulante pour la société que ce qu'a été la révolution industrielle. Merci Olivier. Donc si on résume un petit peu tes différents propos, donc souvenez-vous, vous allez faire péter, donc quand vous avez un business libre, 3 contraintes de la vie, donc terminer les contraintes horaires, vous pouvez vous réveiller à l'heure que vous souhaitez, plus de contraintes géographiques puisque vous pouvez gérer votre business depuis n'importe où sur la planète, et plus de contraintes hiérarchiques puisque vous êtes votre propre patron. Donc ça, c'est la magie d'avoir un business libre et tout ce que tu nous as évoqué il y a quelques instants. Et dans ce livre, j'en rajoute une 4e, c'est la liberté de pouvoir choisir ton gouvernement et tes impôts. Donc le pays de son choix en fonction de qui l'on est, et nos origines, etc. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'un État-nation ? Ouais, donc alors l'État-nation, c'est à la base simplement une nation qui s'est dotée d'un État. Donc du coup, on va définir les deux, tu vois. Une nation, c'est quoi ? C'est un peuple qui a le sentiment d'appartenir à un peuple commun. En général, c'est lié à différents facteurs, l'histoire, la langue, la culture, la religion, même si on peut avoir des nations avec différentes religions, et puis, on va dire, des références culturelles communes, une éducation commune, ce genre de choses. Et l'État, c'est simplement l'État qui représente cette nation, qui va l'organiser, la défendre, etc. etc. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est une structure qui existe depuis la nuit des temps, alors qu'en fait, c'est extrêmement récent dans l'histoire. Et pour bien vous expliquer ça, je vais prendre un exemple simple. On va imaginer François, breton, né en Bretagne, en 1400 et en 2000. Et pour les besoins de l'exercice, c'est la même personne, même ADN. Le François qui est né en 1400, donc à l'époque, c'est le duché de Bretagne qui est un royaume semi-indépendant, mais quand même dépendant de la couronne de France. Donc, il fait partie du royaume de France. Le François de 1400, il se considère absolument pas comme français. Il se considère même pas comme breton. En fait, si tu veux, son identité, elle est avant tout locale. Sa communauté, c'est la communauté des gens qu'il connaît. C'est son village, c'est sa paroisse, c'est les amis qui sont autour de lui, et c'est son seigneur direct. D'accord ? Pour lui, dans sa tête, le chef suprême, c'est le duc de Bretagne. Et il sait qu'il y a un roi de France, et qu'en théorie, c'est le chef du duc de Bretagne, mais c'est un peu nébuleux pour lui. C'est un peu comme aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe, tu vois ? On sait que peut-être l'OTAN. Oui, ou l'OTAN. L'OTAN, c'est vraiment d'un point de vue militaire, mais voilà, c'est une sorte de structure. On sait que ça a certains pouvoirs sur la France, mais qu'est-ce que c'est exactement ? On ne sait pas vraiment. Et dans notre tête, le chef, c'est le président, tu vois. Donc là, c'était la même chose. Pour lui, le roi de France, c'était un peu nébuleux. Et son identité, elle était avant tout locale. Et sa communauté, elle était locale. Il n'avait pas de notion de patrie, en fait. Sa patrie, c'était juste sa communauté. Le François de 2000, lui, c'est pas du tout la même chose. Alors déjà, le François de 1400, c'est un breton. Enfin, c'est un gars de la paroisse de machin truc,
en Bretagne, du duché de Bretagne, ok. Et le François de 2000, c'est un Français qui vient de Bretagne. Tu vois déjà la différence? On peut même comparer avec le François de 1900. Le François de 1900, c'est un Breton qui est aussi français. Tandis que le François de 2000 est un Français qui vient de Bretagne. Tu vois la différence? Ah, je comprends. Voilà. Donc, en fait, déjà, ce qui s'est passé entre 1400 et 2000, c'est que le François de 2000, son identité, elle n'est plus aussi locale. Elle est davantage connectée à un tout qui est plus grand que lui et qui est une communauté imaginaire, en fait, qui est la nation. Pourquoi c'est une communauté imaginaire? Parce qu'en fait, le François 2000, donc nous, je veux dire, soyons clairs, on s'imagine faire partie d'une même communauté, même avec des gens, quand on rencontre un Français qu'on ne connaît pas, par exemple, moi je sais pas, je suis un Parisien qui rencontre un Marseillais, on sait qu'on est Français, qu'on fait partie de la même nation, même si on ne s'est jamais rencontré. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît ça à différents signes. Langue, coutume, etc., etc. Alors que le François de 1400, s'il va à Marseille, il a l'impression d'arriver dans un pays étranger parce qu'il ne parle pas du tout la même langue, c'est pas du tout la même culture, etc., etc. C'est totalement différent. Voilà. Et le François 1400, il ne parle pas français, il parle breton. Voilà. Ouais. Prenons du coup comment ça façonne les comportements au quotidien. Prenons l'exemple suprême qui est la possibilité de sacrifier sa vie. C'est difficile de trouver quelque chose qui est engageant, qui est plus fort en termes d'engagement, tu vois. Admettons qu'une ville du sud de la France, comme je sais pas moi, Carcassonne, pardon, se fasse attaquer. Le François de 1400. Alors, à l'époque, Carcassonne fait aussi partie du royaume de France en 1400. Okay. Le François le Breton de 1400, il ne va absolument pas se dire qu'il a investi une mission sacrée pour défendre la Carcassonne de 1400. Il s'en fout complètement. Il ne sait pas où c'est. Il ne parle pas la même langue. C'est un autre pays pour lui. C'est un autre pays. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, fallait aller prendre les armes pour défendre la Finlande. On se dit, ok, ça fait partie de la même sphère. Enfin, c'est l'Europe et tout, mais c'est pas le même pays, c'est pas la même chose, ça paraît distant, tu vois. Ou pour prendre un exemple plus extrême, la Moldavie, tu vois. Combien de Français vont prendre les armes pour aller défendre la Moldavie si ça se fait envahir par la Russie, par exemple? Tout le monde s'en fout. Pas grand monde. Pourtant, c'est une culture européenne et tout ça, tu vois. Ben là, c'est la même chose. Pour lui, c'est quelque chose de très distant. Et il y a deux raisons pour lesquelles il peut prendre les armes pour aller défendre Carcassonne. C'est un, si son seigneur lui demande. Et son seigneur, pourquoi il lui demande? Parce que le duc de Bretagne lui a demandé. Et pourquoi le duc de Bretagne lui a demandé? Parce que le roi de France lui a demandé. Donc, c'est par serment, par respect envers le serment qu'il a fait à son seigneur. Ou deuxième raison, éventuelle, si Carcassonne se fait attaquer par une armée qui n'est pas de la même religion, il peut, François, se sentir investir une mission sacrée de défendre cette religion. On l'a vu, là du coup c'est un mouvement c'est quelque chose qui transcende l'emplacement et les frontières, on l'a vu avec les croisades notamment au Moyen-Âge, mais il n'y a pas de notion de défendre la patrie, ça n'existe pas. Pour lui, sa patrie, c'est sa communauté. Il faudrait que sa communauté soit attaquée directement pour qu'il se sente investi de la mission de la défendre, tu vois. Donc en fait, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'État-nation qui s'est créé, et avec ça, le nationalisme. Et le nationalisme, c'est quoi? C'est simplement d'étendre cette envie de défendre sa communauté directe qui a toujours existé dans l'espèce humaine à une communauté imaginaire de gens qu'on n'a jamais rencontrés. C'est ça, en fait. Donc, entre deux, alors que le François 2000, si Carcassonne se fait attaquer, lui, il va se dire c'est la France qui a attaqué, il faut que je prenne les armes. En tout cas, il y a plus de chances de se dire ça, tu vois. Du coup, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? L'État-nation a été formé. Okay. Donc en France, comment ça s'est passé? Alors on dit souvent c'est une nation qui s'est dotée d'un État. En France, ça a été l'inverse. C'est un État qui s'est doté d'une nation. Alors pourquoi? Parce que donc là, alors je sais pas à quel niveau tu veux que je rentre dans le détail à ce niveau-là, parce que j'explique tout ça dans le livre. Mais en fait, t'as une grande disruption technologique majeure qui a permis d'arrêter le féodalisme. C'est la poudre à canon. Ok. Parce que ça, c'était 1500, 1600. Donc la poudre à canon, en gros, les premiers canons sont arrivés vers 14e siècle, même 13e siècle, mais c'était très rudimentaire. C'était à peine meilleur que les catapultes, okay. Les trébuchets, tout ça. Donc c'est plutôt à partir du 15e, 16e que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. On va dire fin 15e. Et donc la poudre à canon, ça a renversé le rapport de force, parce qu'en fait, pendant le Moyen-Âge, la défense était supérieure à l'attaque. C'est-à-dire que c'était plus facile à prix égal, c'était plus facile de construire un château que de le prendre. Tu comprends? C'est-à-dire que tu construis un château, ça te coûtait, je dis n'importe quoi, 100 millions, bah ça te coûtait peut-être 200 millions pour le prendre. Ouais. Tu vois? Voilà. Okay, je comprends. Et donc,
le roi, en théorie, était le plus puissant de tous les seigneurs, il pouvait prendre n'importe quel château, ça ne rendait pas les seigneurs intouchables. Mais il était limité dans sa capacité à en prendre beaucoup, il pouvait en prendre 2 ou 3, ou 4 ou 5, mais pas 10, 20 ou 30. Donc il était obligé de négocier avec les seigneurs. À partir du moment où la poudre à canon a été inventée et surtout perfectionnée, le rapport de force s'est inversé. C'était plus facile de prendre un château que de le construire. Si tu dépenses 200 millions pour construire ton château et qu'il suffit d'une armée d'équipements à 20 millions pour le prendre, bah c'est pas intéressant de construire un château. Tu vois, c'est plus intéressant. Et du coup, le roi était dans une position de force parce que c'était lui qui avait la capacité d'avoir l'armée la plus large, équipé avec le plus de fusils et de canons. Ça a aussi disrupté les seigneurs, parce que les seigneurs à l'époque, donc les comtes, les barons, etc., c'était quoi ? C'était des spécialistes de la guerre, en fait, qui avaient les moyens de s'acheter un équipement qui leur donnait un vrai avantage. Une armure complète du XVe siècle, c'est quasiment inviolable. Il n'y a que l'arbalète qui permet de la percer. Voilà. Et l'arbalète, ça demande quand même un certain entraînement avant de bien savoir l'utiliser. Hop, à partir du moment où les arquebuses ont atteint un niveau de perfectionnement suffisant, pouf, tu prends des paysans illettrés qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie, tu les entraînes à tirer pendant quelques semaines, et c'est bon, ils te déglinguent les nobles qui ont des armures ultra chères, que personne ne peut s'acheter à part eux, et qui ont mis 20 ans à perfectionner leur art. Donc tu vois complètement comment ça inverse le rapport de force, en fait. Et donc... Ça a permis la concentration du pouvoir étatique, et ça a eu lieu dans toute l'Europe. Ça a permis la concentration du pouvoir étatique jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'absolutisme sous Louis XIV, où en gros Louis XIV c'était le roi soleil et tout tournait autour de lui. Et du coup on est passé d'un monde féodal où les seigneurs régnaient en maître sur leurs terres à Versailles, où les seigneurs, c'était des courtisans qui devaient faire surtout très attention à bien plaire au roi, à rivaliser de courbettes et de bons mots, et ils pouvaient se faire exclure de Versailles pour un oui ou pour un non, et toutes les décisions se prenaient là-bas. Tout était centralisé. Donc là, grâce à la poudre à canon, en fait, l'État a pu centraliser son pouvoir. Et en France, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, l'État a utilisé ce pouvoir centralisateur pour imposer à tout le royaume de France une culture uniforme. Alors qu'avant, le Royaume de France, c'était une collection de cultures régionales très fortes, et notamment de langues régionales. L'île, c'était quoi la langue c'était le ch'timi. Ouais, le ch'timi. Le ch'timi, il y avait le picard juste au sud. Tu vois, il y avait le wallon, le flamand, mais lui qui est pas d'origine latine. Bon bref, il y avait des dizaines de langues régionales en France qui étaient réparties entre deux sphères d'influence, la langue d'oc et la langue d'oïl. Okay, et à partir du moment où l'État a suffisamment centralisé son pouvoir, il a dit maintenant on va arrêter à rigoler, on en a marre d'avoir autant de variations en France, on va imposer une culture uniforme, et notamment le français. Et donc on peut voir ça comme une sorte parce que du coup aujourd'hui les langues régionales en France, il faut dire ce que c'est, elles sont moribondes, voire éteintes. Okay, il y a quelques régions où c'est un peu plus dynamique qu'ailleurs. Je pense à l'Alsace, la Bretagne et la Corse. Et les autres, c'est mort. Enfin, je veux dire, moi, je viens du Nord. Le ch'timi, c'est simple. Mes grands-parents le parlaient. Mes parents le comprenaient plus ou moins. Moi, je parle 3 mots. Ah, complètement. Et ça, c'est classique en France. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des régions. Même en Bretagne, en Alsace et encore, c'est comme ça aujourd'hui. Moins, tu vois, il y a quand même plus de gens qui parlent ces langues régionales. Mais même là, on voit que c'est moribond. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un génocide culturel. Tu vois, je mets entre guillemets quand même, mais c'est ça. On a tué les langues régionales pour imposer le français. Ce qui a aussi ses avantages. Je ne dis pas que c'était forcément négatif. Mais tu vois que là, du coup, en uniformisant la culture, on a forcé les gens à se sentir intégrés à une famille commune imaginaire. Okay, et ça, c'est juste un exemple. Il y a la langue, mais plein d'autres choses. Il y a aussi d'autres facteurs. Je veux dire, il n'y a pas eu qu'une imposition par l'État d'une langue uniforme. Il y a aussi eu le marché qui a joué, parce qu'à partir du moment où l'imprimerie a été inventée, ça ne faisait pas sens pour les imprimeurs d'imprimer le même livre en 10 langues régionales. Tu vois, donc typiquement, et ça a été pareil dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'ont fait les imprimeurs en général ? Ils ont choisi la langue la plus utilisée, la plus prestigieuse, avec le plus d'acheteurs en fait potentiels. Et typiquement, c'était la langue de la capitale. Donc en France, c'est ce qui s'est passé. Les imprimeurs ont d'abord ils imprimaient beaucoup en latin, puis après ils se sont mis à imprimer en parisien ou francien, qui est devenu le français. Ok. Donc l'État-nation, d'ailleurs, le processus s'est avant tout amorcé en France. En Europe, on a été un des premiers pays à mettre ça en place.
Et du coup, voilà, on a imposé une langue, une culture commune. On a pas mal éradiqué des cultures régionales. Il y a même eu des vrais génocides, je pense notamment aux Vendéens pendant la Révolution française. Bon, on va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais ça s'est pas fait, ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a eu ça s'est fait dans le sang et dans les larmes. Ce processus donc s'est renforcé au 19e siècle parce qu'à partir du moment où on a eu le chemin de fer, ça a permis aussi aux gens de se déplacer un peu plus, le développement de la presse. À partir du moment où on a eu les journaux nationaux, par exemple, ça a renforcé la communauté imaginaire parce qu'au même moment, les gens lisaient à peu près les mêmes news dans tout le pays. Tu habites à Lille, Saint-Étienne, ou Marseille, Perpignan, ou Marseille, tu avais les mêmes infos. En 1850, tu avais les mêmes infos, grosso modo. Alors, bien sûr, tu avais aussi plus de news locales dans les journaux locaux, mais en gros, les news nationales étaient les news nationales. Alors qu'en 1400, tu savais pas trop ce qui se passait à l'autre bout du royaume. Je veux dire, il fallait qu'il y ait un voyageur qui arrive et qui t'explique le truc, tu vois. Donc bon, tu t'en foutais un peu, tu savais pas trop ce qui se passait. D'ailleurs, juste aussi une parenthèse, l'imprimerie, ça a aussi changé la représentation qu'on se fait de notre propre pays, parce que avant l'imprimerie, la plupart des gens avaient jamais vu une carte de leur vie. Et comment tu te représentes ton pays quand tu n'as jamais vu une carte de ce pays ? Je pense que tu ne te le représentes pas. Et c'est ça, en fait. On ne se rend pas compte à quel point juste le fait de voir une carte de son pays, et c'est pareil, c'est un symbole imaginaire, tu vois. C'est une représentation. Donc rien que ça montre bien que la nation, c'est une communauté imaginaire qui est basée sur des symboles imaginaires. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est imaginaire, quoi. C'est dans notre tête que ça se passe, tu vois. Donc l'État-nation, notamment, d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que Napoléon a pu conquérir une grande partie de l'Europe ? C'est parce que le processus de nation building était avancé en France par rapport aux autres pays, et que c'est avec Napoléon que les gouvernements se sont rendus compte qu'en fait, le nation building, c'est génial. Donc le fait de créer un État-nation, c'est génial, parce qu'en fait, ça pousse une grosse partie de la population à sacrifier sa vie pour la patrie. C'est là que le nationalisme a commencé à naître, parce que quand ils ont vu à quel point Napoléon, ça a été un rouleau compresseur, alors certes, c'était un génie militaire, mais c'était aussi, surtout, la capacité de la France à lever une armée en masse de conscrits qui étaient ultra motivés pour la défense de la patrie. Et ce que les autres pays n'avaient pas, c'était surtout des armées professionnelles, parfois même de mercenaires, qui n'avaient pas du tout le même engagement, en fait. Ils n'étaient pas aussi motivés, tu vois. Et donc, les autres gouvernements ont vu ça, on dit, OK, bon, on va faire pareil, on va faire un nation building, comme en France, boum. À l'époque, l'Allemagne, c'était le Saint-Empire romain germanique, c'était une collection de territoires féodaux qui étaient restés tels quels depuis le Moyen-Âge. Ils se sont dit, OK, on va s'unifier, pareil pour l'Italie. Tu vois, au 19e siècle, le Saint-Empire romain germanique et l'Italie s'unifient. Notamment, ça a été une réponse au traumatisme de leur invasion par Napoléon, qui est vraiment rentré dans leur territoire comme dans du beurre. Et du coup, guerre de 1870, la Prusse s'est unifiée et a pu aller faire sa revanche auprès de la France et prendre l'Alsace-Lorraine, tu vois. Et ce qui a montré à tout le monde à nouveau à quel point c'était effectivement une excellente manière de faire la guerre que de créer cette notion de nation. Et donc, parce que alors, tout ça, donc, ça a plein d'avantages, tu vois. C'est sûr que quand tu as une langue commune sur un territoire, ça facilite beaucoup le commerce, les échanges culturels. Tu vois, mon arrière-grand-mère, qui n'est plus parmi nous, mais elle a vécu 101 ans. 101 ans ? Ouais, donc elle est née en 1906 et elle est décédée en 2007. Okay. Et elle me expliquait, tu vois, elle vivait dans le nord de la France, et donc quand il y a eu la Première Guerre mondiale en 1914, elle avait 8 ans. Et elle s'en rappelait, tu vois. Elle s'en souvenait. Ouais, c'était génial. Donc elle me racontait ça, tu vois. Et elle me dit, voilà, Lille, ça a été une des premières villes qui a été prise pendant la Première Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Sa mère, là, elle avait de la famille en Provence. Ils ont pris le train, ils sont allés en Provence pour échapper à l'invasion allemande. Et elle m'a dit, quand on est arrivé dans la gare, le chef de gare, il parlait pas français, il parlait provençal. Tu vois, aujourd'hui, ça paraît inimaginable. Tu vois, tu sors du TGV, le mec SNCF, il va pas te parler en provençal, tu vois. Enfin, tu vas dire, mais il sort de où ce mec, tu vois. Enfin, donc, tu vois, je veux dire, ça crée quand même de la friction d'avoir des langues régionales. Donc, je dis pas que tout est négatif, mais disons que voilà. En tout cas, pourquoi je parle de tout ça et pourquoi je démarre le livre par ça ? Parce que tout ce qui a créé, en fait, les États-nations, qui nous paraissent, toutes les structures qui nous entourent nous paraissent immortelles, alors qu'elles sont récentes dans l'histoire, et que surtout, elles viennent de déterminants technologiques. Tu peux pas avoir un État-nation moderne sans poudre à canon et sans imprimerie. Et tu peux pas avoir d'État-nation tel qu'il existe aujourd'hui sans moyens de transport moderne, donc sans train, sans presse et sans radio et télévision, qui ont encore renforcé ce mécanisme de même culture, tu vois. Et en fait, quand tu comprends les déterminants technologiques des États-nations,
tu peux voir que ces déterminants technologiques sont en train de se faire disrupter par Internet, en fait. Et que donc, Internet va détricoter les États-nations. Donc enlever le pouvoir potentiel que l'État-nation a sur la population. Alors, l'État-nation, c'est à la fois l'État et la nation. Ça va à la fois faire en sorte que la nation se sente moins une nation, et ça va affaiblir l'État par des tas de mécanismes dont je parle dans le livre. Tu vois, on va pouvoir en parler si tu veux. Donc là, c'est juste le premier chapitre. Tu vois tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc, tu me dis ta passion, Olivier. Voilà, à nouveau, le livre, il fait 600 pages. Alors, je dis à nouveau parce que je te l'ai dit avant, mais le livre fait 600 pages. Il est à peu près aussi gros que le premier. Et le premier, il y avait 21h30 dans le livre audio audible. Donc, je pense que je peux en parler une vingtaine d'heures, en fait. Tu vois, donc, je vais essayer d'être plus concis. OK, mais on pourra faire du coup de la muscu. Voilà, avec les deux bouquins. Livre d'Olivier Roland, à chaque fois, c'est des gros pavés, donc ça, c'est vraiment top. Et pour rebondir par rapport à tes propos, donc moi, j'ai grandi dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, donc c'est le patois. Pour rebondir, donc dites-nous dans les commentaires, ça sera intéressant, quel dialecte parliez-vous ou vos grands-parents parlaient. Ça sera très intéressant d'avoir votre retour. Si vous êtes breton, ch'timi, le patois comme là où j'ai grandi, etc. Ça sera très, très intéressant. Donc comme toi, j'ai envie de dire zéro mot, mais ma grand-mère m'avait donné pas mal d'expressions. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur peut-être un split test en deux par rapport à ton ouvrage. Il y a peut-être ceux qui disent « Olivier, c'est quoi ce bordel ?» Tu évoques qu'on doit quitter son pays peut-être pour avoir une meilleure vie. Donc en gros, on doit rester en France pour être solidaire du système. Souvent, ça va. J'imagine que tu auras ce type de remarques. Et deuxième type de personnes qui vont dire « Non, tu as raison, on est dans un monde mondialisé, je me sens avant tout citoyen du monde que citoyen français, etc. » Et c'est dans son intérêt personnel de choisir la meilleure qualité de vie et le meilleur péri par rapport à soi. Quelles sont un petit peu tes réponses par rapport à ça, entre ceux qui disent de manière pas gentille, qu'est-ce qui fait que tu te barres du pays, versus autre type de personne comme moi qui va toujours encourager à choisir le meilleur pays par rapport à sa personnalité et surtout à son style de vie. Ouais, écoute, j'ai 600 pages dans lesquelles je réponds à ça, justement. Et je commence justement... Fais-nous le résumé, du coup. Ouais, je commence par les États-nations pour montrer, en fait, que cette appartenance que vous ressentez envers votre pays, ça a été déjà créé, ok, ça n'existait pas il y a 200 ans ou 300 ans, ok, et donc il faut comprendre que ce qui a été créé peut être décréé. Je dis pas forcément que c'est bien ou mal, je dis juste que ça va se produire pour différentes raisons. Juste, tu vois, la notion de nation déjà, de faire partie, donc d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté imaginaire et de vouloir la défendre, y contribuer, etc. Internet a une influence directe sur son détricotement. Pourquoi ? Alors, je vais donner un sondage qui résume un peu tout. C'est une enquête qui a été faite par l'ONU en 2022, qui montre que, en fait, ça a été fait dans 27 pays différents, si je me rappelle bien. Les gens qui utilisent Internet tous les jours sont largement plus susceptibles de se considérer comme avant tout des citoyens du monde plutôt que des citoyens de leur pays que les gens qui n'utilisent pas Internet tous les jours. Okay. Et il y a aussi une différence de génération. C'est-à-dire que les jeunes se considèrent beaucoup plus citoyens du monde, alors que les moins jeunes, moins. D'accord ? C'est ce que j'allais dire. Génération 2000 et après, je pense qu'ils se considèrent quasiment tous citoyens du monde, parce qu'on est dans une ère de... Voilà, sociaux, smartphones, mais il y a ça aussi, tu vois. Mais et écran, par contre, tu vois. Mais donc, quand tu prends les jeunes qui utilisent Internet tous les jours, ils se sentent vraiment beaucoup plus comme citoyens du monde que citoyens de leur pays. Mais pourquoi ? Pour des tas de raisons. Tu vois, ce que je te disais, qu'est-ce qui façonne la communauté imaginaire ? C'est le fait d'avoir un référentiel commun, finalement. Donc, au XXe siècle, c'était l'apogée de l'État-nation, parce que on suivait, en gros, tous les programmes étaient nationaux. Les gens lisaient grosso modo les journaux nationaux. Alors, il y avait des journaux régionaux aussi, bien sûr, mais bon, c'était avant tout les journaux nationaux. Émissions de télé, la même sur tout le territoire. C'est vrai que ça crée des références communes. On a regardé les mêmes dessins animés, tu vois, les trucs, c'est vrai, tu vois, ça, c'est sûr. Tu votais pour les mêmes politiciens, etc., en tout cas au niveau national. Enfin, tout ça, ça crée plein de choses communes qui te donnent vraiment l'impression d'appartenir à la même famille. Mais aujourd'hui, avec Internet, tous ces programmes nationaux sont en
complète déliquescence. Là, aujourd'hui, les médias nationaux, les émissions de télé, tout ça, leur audience est en chute libre. Mais vraiment, ils ne savent plus comment gagner de l'argent. De toute façon, ils sont clairement en phase de transition et la plupart vont mourir. Et d'ailleurs, ce qui est assez dingue en France, là, je fais juste une parenthèse, mais la plupart des médias ne survivent que parce qu'ils ont des avantages fiscaux absolument hallucinants et des subventions. Et c'est les premiers à crier sur les gens qui font l'optimisation fiscale. Et eux, c'est eux qui font l'optimisation fiscale la plus agressive de toutes les entreprises. Ils dépendent de l'État. Mais oui, je veux dire, ils ont une TVA à 2,1%. L'argent, c'est ciao, hasta la vista. Le business model n'est pas viable. Oui, attends, si les médias français étaient imposés comme les entreprises françaises, ça ferait longtemps qu'ils auraient mis la clé sous la porte déjà, tu vois. S'ils n'avaient pas de subvention, encore plus, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une industrie sous perfusion, clairement. Hein. Okay. Donc, faut bien se rendre compte de ça. Et aujourd'hui, la plupart des gens sont plus sur le web qu'à regarder les anciens médias. Ils ont quand même encore de l'influence. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il est de zéro. Mais on est dans la même situation que les nobles au 19e siècle, en fait. Les nobles au 19e siècle, ils avaient encore le prestige, mais ils n'avaient plus de thunes. Parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir, en fait. Et du coup, les bourgeois, eux, commençaient à avoir plein de thunes, mais ils n'avaient pas de prestige. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mariaient leurs enfants aux nobles. Comme ça, tout le monde était content. Les nobles, ils avaient de la thune. Et les bourgeois, ils avaient le titre. Tu vois ? On voit ça un peu dans les médias aujourd'hui. Ils n'ont plus de thunes, mais ils ont encore le prestige, même s'ils sont en train de diminuer, exactement comme les nobles au 19e siècle. Et tu as les nouveaux médias, que sont les gens sur Internet, les infopreneurs, les influenceurs, etc. Ils aiment encore passer dans les médias. Il y en a même qui payent pour ça. Parce que justement, les médias n'ont plus de thunes. Donc maintenant, ils vendent leurs services. Ils commencent à commercialiser le prestige qu'il leur reste pour dire ok, venez dans nos émissions bidons. Ils font des fausses émissions pour dire ok, on vous fait passer, on vous cire les pompes à fond et c'est 5 000 €, boum. Tu peux faire ta propre propagande. Voilà, parce que on voit bien en fait les influenceurs et youtubeurs et tout ce que tu veux, les nouveaux médias du web sont en train de monter, les anciens médias sont en train de descendre, ils se rencontrent ici et eux ils sont en train de commercialiser une partie du prestige qui leur reste à ceux qui sont en train de monter, tu vois. Et donc quand on passe d'un environnement où on consomme de la culture et des news d'un même pays, on a plus de conscience nationale que quand on est dans un environnement qui est avant tout international. Où aujourd'hui, on peut regarder la vidéo d'un youtubeur canadien, américain, australien. On peut être dans une communauté virtuelle sur Slack, sur Discord, sur Facebook, même dans un jeu vidéo. Tu vois, on va discuter avec des gens et même souvent, on ne sait même pas où ils sont. Complètement. Parce que pourquoi ça n'a aucune importance ? Mais du coup, alors c'est d'autant plus vrai que la langue est universellement parlée, donc cet effet est encore plus fort en anglais. En anglais, sur Twitter, X maintenant, tu peux littéralement parler à un Américain, puis à un Indien, puis à un Australien, puis un Français, un Suisse, parce que tout le monde parle anglais maintenant, enfin beaucoup de gens, et tu sais même pas d'où ils viennent, toi. Mais du coup, tu as des idées qui viennent du monde entier. Et t'es beaucoup moins façonné par toute cette imaginaire national, cette culture nationale, etc. Et tu sens moins d'attachement tout simplement pour une culture nationale. Je dis pas qu'elle disparaît, tu vois, mais je dis qu'elle est en train de baisser, ok. Donc déjà, ça explique en partie pourquoi il y a de plus en plus de gens qui partent, ok. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'appel de l'exotisme. Tu vois, le monde est vaste, il est rempli d'endroits intéressants. Donc, pour revenir à ta question, la solidarité. Alors, parlons-en, la solidarité. Donc, il y a déjà deux choses. Il y a la solidarité en tant que redistribution des revenus, et il y a la solidarité envers ton pays natal. Ok. Donc, qu'on va dire qui est du patriotisme ou nationalisme. Ok. Donc, alors, quelle est la différence entre patriotisme et nationalisme ? Patriotisme, c'est le fait d'aimer sa patrie et de vouloir la défendre. Le nationalisme, c'est plutôt le fait de penser que sa patrie, c'est la meilleure. Ok. Là, bon, il y a quand même, le nationalisme a bien baissé vers la fin du XXe siècle. Les gens sont plus patriotes que nationalistes de manière générale aujourd'hui. Donc, par exemple, Made in France, tu dirais que c'est du nationalisme ou du patriotisme ? Ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend de pourquoi la personne veut faire ça. Alors, ça peut être du patriotisme simplement en disant ok, je veux d'abord favoriser mon propre pays, même si le produit est inférieur en qualité ou qu'il est plus cher. Ok. Si par contre je me dis non, ça peut même être raciste ou pas, enfin tu vois, mais si quelqu'un va dire par exemple les Chinois c'est mauvaise qualité, pour raison raciste ou pas, tu vois, du coup j'achète français, tu vois. Mais
Bon, le fait est que quand on regarde comment les consommateurs, dans la plupart des pays, y compris en France, se comportent, ils se prennent pas la tête, ils prennent le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Ils regardent pas d'où ça vient, tu vois. Ils regardent la qualité quand même, mais ils regardent les rapports qualité-prix, ils regardent pas trop d'où ça vient. Donc, tu vois, il y a quand même un patriotisme économique, mais il n'est pas si fort que ça, très honnêtement. C'est lié au tarif. Si tu as le même prix et que c'est du Made in France pour un Français, il prend du Made in France. Voilà. Mais si c'est 2 fois plus cher, non. Il va pas forcément le faire. France, non, exactement. Donc, tu peux avoir la solidarité par patriotisme ou par redistribution des richesses. Donc, la solidarité par patriotisme, tu vois, c'est faire de l'avoir, c'est OK, tu vois. Mais je pense qu'à terme, comme on va vers un monde de plus en plus mondialisé où l'emplacement aura de moins en moins d'importance, où même les États-nations vont diminuer en influence, pour moi, ils vont subir le même sort que l'Église catholique aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église catholique s'est fait disrupter par l'imprimerie, tout comme les États-nations se font disrupter par Internet, parce que c'est l'imprimerie qui a permis au protestantisme de se développer, de se répandre, etc. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique existe toujours, elle est toujours influente, elle a toujours du prestige, il n'y a pas de problème. Mais par contre, par rapport au pouvoir, au prestige, à l'influence qu'elle avait il y a 500 ans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tu vois, ça va être pareil pour les États-nations, à mon avis. Tu vois, alors attention, je parle sur le long terme, ça ne sera pas demain. Quoi, horizon 50 ans Ça va prendre des décennies. Décennies, je ne sais pas exactement. Tu vois, dire horizon 2100. Je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que ça ira plus vite que ce qui s'est passé avec l'Église catholique et le protestantisme, parce qu'on est dans un monde qui va plus vite, où les technologies sont de plus en plus exponentielles. Et du coup, être patriote, ça commence, et ça va le devenir de plus en plus, ça va être perçu de la même manière que quelqu'un qui vient d'un village et qui veut acheter que des trucs dans son village, tu vois. Tu vois, ça nous fait rigoler, quoi. Complètement. Tu te dis, mais ok, mais tu vois, bon là c'est pour le patriotisme économique, ou de quelqu'un qui est tellement fier de son village et qui veut le défendre, qui va dire, non, je vais jamais quitter mon village, je veux soutenir mon village. Et là, tu te dis, mais ok. Enfin, là, tu vois, c'est intéressant de prendre ces points de comparaison parce que je te disais, le François de 1400, il avait une identité extrêmement locale. Et le François de 2000, il a une identité plutôt nationale. Lui, le François de 2000, s'il va bosser à Paris ou à Marseille, personne ne va lui dire que... Enfin, ici, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, tu quittes ta Bretagne », mais combien de personnes ? Très peu. Complètement. Tout le monde trouve ça normal, tu vois. Le François de 2050, ça sera mondial. Oui, ou 2100, tu vois. Au bout d'un moment, ça va être la même chose. En fait, ce phénomène du local au national, ça va se produire aussi en partant du national vers l'international. Ou de plus en plus, quelqu'un qui dira « Je reste dans mon pays parce que je vais y contribuer », on va le prendre de la même manière que quelqu'un qui dit « Je reste dans mon village pour y contribuer ». Et je dis pas que... C'est pas forcément mal perçu, tu vois. Par exemple, Éric Larchevêque, qui a écrit la préface du livre, il a dit récemment, il vient d'une ville en particulier, je ne me rappelle plus de son nom. Vierzon. Voilà, parfait, tu connais tout par cœur. Vierzon, qui n'est pas la ville la plus... C'est la petite Cambrousse, ça. C'est pas la ville la plus dynamique de France, tu vois. Et son grand-père ou son arrière-grand-père avait construit une usine là-bas, et il a construit un truc pour dynamiser. C'est OK, tu vois, tout le monde trouve ça super. Mais je veux dire, si par contre, il avait décidé de faire ça à Paris, personne ne l'en aurait voulu. Complètement. Je veux dire, c'est juste lui qui a décidé de faire ça, tu vois. On trouve ça mignon. On trouve ça même sympa. C'est un héritage local lié à son histoire. Mais c'est aussi sympa parce que c'est rare et que plus personne le fait. Tu vois. Donc, ça va rester ça quand même. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça va de plus en plus être perçu comme ça. En genre, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Et ça va être pareil après. Et donc, ça, c'est pour la solidarité au niveau du pays. Okay, après, déjà, commence à y avoir une sorte de conscience européenne qui est en train de se créer. Tu vois, donc peut-être qu'après, ça va déménager au niveau de l'Union européenne. Ou quelqu'un qui ira au Portugal ou en Allemagne ou en Pologne, on verra de la même manière que quelqu'un qui part de Bretagne pour aller à Paris. Quoi, tu vois, c'est super, génial, tu vois. Et après, il y a la solidarité au niveau de la redistribution des richesses. Alors là, on peut en parler. Parce que, tu vois, il y a un étalon or pour mesurer les inégalités dans un pays, ça s'appelle le coefficient de Gini. OK. Voilà. Alors, il y a différents indicateurs, mais on va dire que c'est considéré comme l'indicateur le plus pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais c'est le plus pertinent. Okay, indicateur de Gini. Ouais, coefficient. Coefficient de Gini. Coefficient, je ne connaissais pas. Excellent. En gros, donc c'est de 0 à 1. Okay. Et alors, attends, c'est soit l'un, soit l'autre, je ne sais plus. Mais il y en a un, d'un côté, c'est très inégalitaire, de l'autre côté, c'est l'égalité parfaite. Tu vois, tout le monde gagne exactement pareil, c'est magnifique. Ça n'existe pas, évidemment, dans la vraie vie. Tout comme l'inégalité parfaite n'existe pas non plus. Donc, du coup... en France, on est plutôt dans le système. Justement, je te laisse nous partager. Je vais te dire, parce que justement, c'est intéressant. Parce que du coup, tu peux comparer les pays.
Et c'est intéressant quand tu rajoutes une autre dimension. Parce que tout à l'heure, on parlait du rapport qualité-prix dans les services de gouvernance. Là, tu pourrais dire la même chose. Ok, je veux être solidaire dans la répartition des richesses dans mon pays. Génial. Mais est-ce que j'ai un bon rapport qualité-prix dans cette répartition des richesses? Parce que payer des impôts, c'est bien. Encore faut-il qu'ils soient bien utilisés. Si, pour moi, payer des impôts, c'est important pour la solidarité, c'est important pour moi, sauf si je suis complètement contradictoire avec moi-même, si je suis schizophrène, je veux que la répartition des richesses soit faite de manière efficace. Sinon, quel intérêt? Je jette de l'argent par les fenêtres, tu vois. Et donc, on peut comparer, en fait, le taux d'imposition d'un pays avec le coefficient de Gini. Donc, il y a une comparaison que je donne dans mon livre parce qu'elle est juste incroyable, tu vois. Il y a la Tax Foundation qui est une association neutre américaine qui étudie justement l'impact de la taxation sur les différents pays, qui tous les ans fait le classement des pays les plus efficaces en termes d'impôts et les plus légers en termes d'impôts ou les plus lourds dans l'OCDE. Le classement de 2022, en tout dernier, on a quel pays ? Dans les pays les plus lourds en termes de fiscalité? France. Ok, donc dans les pays de l'OCDE. Et en tout premier, on a quoi? Plus léger? Estonie. Comment tu sais? Parce que je suis résident en Estonie. Exactement, l'Estonie. Donc là, tu dis, ok, waouh. Donc la France est en 38e position, l'Estonie en première. Et OCDE, est-ce que tu peux, si tu sais, préciser? Moi, ça m'a toujours intrigué. C'est quoi exactement? C'est une organisation, en fait, qui est basée à Paris. En gros, c'est les pays les plus riches et industrialisés du monde. En gros, sur les 210 pays dans le monde, il y en a 35, je crois. On prend 38. 38 comme un classement ATP pour le tennis. Oui, voilà, exactement. Okay, mais il n'y a pas la Russie dedans. Parce que quand je vois les classements, des fois, je vois des pays qui ne sont pas dedans, je me dis, ils sont quand même riches. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Alors attention, parce qu'il y a plein de classements. Tu as le G7, tu as le G20, tu as l'OCDE. C'est pour ça que des fois, c'est pas les mêmes pays, tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes pays. Donc là, c'est l'OCDE. Ok, bon, ce qui représente une grosse partie du PIB mondial. Rien que les États-Unis sont dedans. Donc, donc dernière position, France, première position, Estonie. Donc là, on dit, génial, on va regarder le coefficient de Gini des deux pays. Identique. Donc, ça veut dire quoi? Allez, en Estonie, quand tu y vis, donc toi tu y vis, tu peux peut-être avoir une meilleure estimation. Je dirais qu'en gros, tu payes 3 fois moins d'impôts qu'en France. Ouais, même encore beaucoup plus, je pense. 4 fois moins? Ouais. Même peut-être. Après, j'ai jamais vraiment payé beaucoup d'impôts en France, donc je sais pas, mais oui, au minimum. Allez, on va dire 4 fois. Ouais, même 3 fois pour être conservateur, mais mettons 4 fois. L'inégalité est la même dans les deux pays, grosso modo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Estonie a un rapport coût-efficacité 4 fois supérieur à la France dans la redistribution des richesses pour réduire les inégalités. Si pour toi, le fait de payer des impôts pour réduire les inégalités est important, qu'est-ce que tu fous en France? Pourquoi tu vas pas en Estonie? C'est vachement plus efficace. Alors là, on va dire, oui, mais moi, je veux supporter la France. Donc dans ce cas-là, ok, là, c'est de la solidarité patriotique. C'est bien, mais pourquoi la France? Pourquoi pas ton village, ta région? Pourquoi pas l'Europe? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en gros, tu choisis la France comme unité de mesure? Pas parce que tu t'es fait influencer par le processus de nation building de l'État-nation. Et c'est ok, tu vois, mais ce processus, il est en train de se faire disrupter. Et tes enfants, ils n'auront pas le même rapport à la France que toi, tu l'as. Tout comme tes grands-parents, ils n'avaient pas le même rapport à leur région, à la France que toi, tu l'as, etc., tu vois. Donc, dans les faits, si tu veux être solidaire avec tes impôts, la France, c'est pas du tout le pays le plus efficace du monde. Loin de là, très loin de là. Pour la petite anecdote, tu vois, en Estonie, tu as les transports en commun qui sont gratuits, bus et tramway. Alors qu'en France, je crois qu'il y a peut-être Dunkerque comme ville qui avait expérimenté, peut-être Lille, j'avais peut-être entendu, mais je sais pas. Donc souvent ça me fait sourire. Quand j'étais allé aussi au Luxembourg en 2024, pareil, transport en commun gratuit, et généralement on peut croire que quand on paye plein d'impôts, on a plein de services, et inversement, s'il y a une fiscalité qui est très faible, c'est que tout doit être pourri. Exactement. Les personnes qui n'ont jamais vraiment vécu en disant « Ah, mais il y a des routes » ou ce genre de choses. Alors, je vais un peu dans la caricature. Ça, c'est ce que j'appelle les monopays. On va pouvoir en reparler. Mais... Monopays version Vision Internationale. Alors, voilà. Juste avant, donc toi comme moi, tu es français. Est-ce que tu te considères en numéro 1 français, donc Dubaïote comme tu es expatrié à Dubaï, et moi estonien comme je suis expatrié en Estonie, citoyen plutôt européen, citoyen plutôt mondial? Et pour répondre à cette question, si demain la France avait max tout confondu, perso, pro, charge sociale, 10% d'impôts et une sécurité absolue comme aux Émirats Arabes Unis, est-ce que tu reviendrais en France? Ou à l'inverse, tu dis
Non, de toute façon, même avec 10% grand max de fiscalité et une sécurisation extraordinaire, je préfère vivre à l'étranger plutôt qu'être en France. Quel est ton retour et feedback par rapport à ça? Et est-ce que tu te considères plutôt français? Alors, moi, je me considère vraiment beaucoup comme un citoyen du monde. Ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an, tu sais. Après, bien sûr que je suis d'origine française, c'est clair. Ça partira jamais, tu vois. C'est mes racines. Je suis d'origine française et lilloise, ça c'est sûr. Mais l'oiseau, au bout d'un moment, il doit quitter son nid, tu vois. Il doit quitter la coquille, quoi. Donc c'est bien. J'aurai toujours un certain attachement pour ça, mais ça ne doit pas définir non plus ma vie. Et être libre, c'est aussi savoir s'affranchir de ses parents et de son nid, quoi, douillet, tu vois. Donc, est-ce que tu prendrais les armes pour défendre la France en cas de conflit ou de Troisième Guerre mondiale? Ça va dépendre, parce que alors là, ça dépend du je pense que ça dépend du conflit, quoi. Vraiment nationaliste ou patriotisme. Ouais, là, ça dépend vraiment du conflit, tu vois. Moi, je ne crois pas dans l'avenir des États-nations. Okay. Donc, prendre les armes... Mais tu dirais mourir inutilement en ligne de front, c'est stupide. Hein. Ouais. Faut voir quand même, par exemple, la Première Guerre mondiale, c'était vraiment débile, cette guerre. J'ai envie de te dire toutes les guerres. La Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est probablement une des guerres où il y avait eu le plus un vrai axe du bien versus un vrai axe du mal. Okay. C'est rare dans l'histoire, mais là, c'était le cas, tu vois. En général, la réalité, c'est pas Star Wars, tu vois. C'est pas Dark Vador versus Luke Skywalker, tu vois. La Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de vrais méchants et de vrais gentils. Tout le monde était complètement con, hein, soyons très clairs. Je veux dire, c'était complètement débile, les raisons de pourquoi cette guerre s'est faite. Et c'était aussi parce que les dirigeants de l'époque n'avaient pas compris. Il y avait, tu vois, je t'ai dit, le Moyen-Âge, ça s'est terminé. Enfin, le féodalisme s'est terminé parce qu'il y a eu une inversion du rapport de force entre l'attaque et la défense. La poudre à canon a rendu les châteaux obsolètes. Là, en fait, il s'est passé une autre inversion du rapport entre l'attaque et la défense au début de la Première Guerre mondiale que les dirigeants n'ont pas compris. L'invention de la mitrailleuse a énormément augmenté la défense par rapport à l'attaque. Mais les dirigeants de l'époque avaient été formés à des techniques de guerre qui étaient encore bonnes avant l'invention de la mitrailleuse, qui était très récente au début de la Première Guerre mondiale, ça avait quelques années. Donc ça a été inventé genre 1900 et eux, ils étaient... Alors, il y avait la Gatling, fin 19e siècle, mais les vraies mitrailleuses, celles qu'elles ont été utilisées dans la Première Guerre mondiale, il faut regarder, mais ça doit être 1910, un truc comme ça, c'est vraiment récent. Peut-être vraiment juste avant, un peu avant ou après, tu vois. Ils étaient certainement avec la guerre de 1870, où il y avait eu pas mal... Ouais, donc eux, ils étaient formés à l'époque où les charges de cavalerie, ça faisait encore un effet sur le champ de bataille, alors que là, vas-y, t'as 2000 mecs à cheval, même avec des fusils. Tu mets 3 mitrailleuses, ils meurent tous avant même qu'ils aient pu arriver à quoi que ce soit. Enfin, c'est fini, tu vois. Et donc, ils ont envoyé des milliers de jeunes courir sur des champs, sur le No Man's Land, tu vois, où il n'y avait rien pour se planquer, avec en face des mitrailleuses. Mais tu m'étonnes que c'était une boucherie. Bon, bref. Donc, mais la guerre a eu lieu pour des raisons débiles, et en plus, a été gérée pendant des années par des gens qui ne comprenaient pas. En fait, cette invention du rapport entre l'attaque et la défense et de cette disruption technologique. Et du coup, clairement, pour un mec éveillé en 1914, c'était complètement débile de participer à cette guerre, tu vois. La Deuxième Guerre mondiale, c'est différent. Parce que là, les nazis, on peut quand même dire qu'ils ont été très très loin dans... rien que ce qu'ils ont fait aux Juifs, c'est absolument inhumain. Etc. Donc là, tu vois, ça dépend, tu vois. Mais une guerre comme la Première Guerre mondiale qui arrive aujourd'hui, moi je participe pas, parce que j'ai dit, mais les mecs, entretuez-vous entre vous pour vos raisons débiles. Dans 100 ans, tout le monde rigolera de vous, enfin surtout pleurera parce que c'est quand même tragique, tu vois. Et tout le monde vous prendra pour des gros cons, parce que vous êtes des gros cons, quoi. Donc tu vois, et d'ailleurs, faut quand même dire que la Seconde Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu sans la Première. Ça vient directement de la Première. Et notamment du fait que l'Allemagne a été écrasée par les demandes de réparation, ce qui a fait que les gens étaient désespérés, ont voté pour un populiste qui était Hitler, etc. etc. Bon. Donc, pour répondre à ta question, c'est compliqué, il faudrait voir la guerre en question, mais de manière générale, je dirais non. Sauf exception, tu vois, si vraiment il y a un camp du mal qui est clair. Mais en général, dans l'histoire, ça n'existe pas. C'est vraiment une anomalie Hitler, tu vois. Et puis, tu vois, on rigole toujours en disant, mais c'est incroyable, quand tu regardes l'histoire, c'est toujours les bons qui ont gagné, quelles sont les chances, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc c'est toujours ceux qui ont raison, c'est toujours ceux qui ont gagné, tu vois. Donc après ils t'écrivent l'histoire en disant putain on a gagné contre les méchants, c'est cool, tu vois. Mais non, c'était pas les méchants les mecs, c'est juste les mecs qui ont perdu, tu vois. Donc voilà. Et donc tu me disais aussi, oui, est-ce que je reviendrai en France ?
si il y avait Niveau de sécurité de Dubaï, avec max 10% d'impôts, tout confondu. Déjà, honnêtement, les chances que ça arrive sont, à mon avis, de 0,0001%. Donc bon, voilà, on est vraiment dans l'hypothétique là. Mais moi, il me faudrait quelque chose de plus. C'est parce que tu peux déjà trouver la sécurité avec 10% d'impôts, c'est ici. Complètement. Donc, et en plus, personnellement, j'aime bien l'exotisme. Donc la culture française, j'ai vécu 35 ans en France quand même, tu vois. Donc je connais bien, tu vois. Bon, et j'y retourne souvent pour voir ma famille, mes amis, tu vois, etc. J'adore visiter la France, c'est cool, tu vois. Mais donc y vivre, je trouverais ça juste, même si c'était parfait du reste, je trouverais ça juste un peu ennuyeux. Mais ça, c'est moi, c'est parce que je suis curieux, j'aime bien découvrir le monde, tu vois. J'ai rien contre la culture française en tant que telle. Enfin, rien n'est parfait, tu vois. On peut parler de ce qui peut être amélioré dans la culture française, mais je veux dire, fondamentalement, c'est OK, tu vois. Je veux dire, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi, ce qu'il me faudrait pour vraiment me motiver, c'est que justement, la France s'engage dans la construction des futurs modèles de gouvernance qui vont être plus adaptés aux technologies qui sont là. J'en parle dans mon livre. Il y a des nouveaux systèmes de gouvernance, à mon avis, mieux adaptés que les États-nations, qui sont en train d'émerger, qui sont plus adaptés à notre époque moderne. Ok, alors, on va y revenir dans quelques instants. Je te laisse peut-être rebondir parce qu'il y avait un autre sujet, voilà, l'autre sujet qui me revient. Est-ce que tu conseilles d'avoir un deuxième, voire potentiel troisième passeport, au moins un deuxième, avoir un backup en plus de son pays d'origine? Par exemple, si on est français, belge, suisse, luxembourgeois, canadien. Moi, par exemple, j'ai qu'un passeport français. Après, j'ai des cartes de résidence, donc carte de résidence estonienne, etc. Oui. Mais j'ai qu'un passeport français. Ouais. Quel est ton avis Alors, j'ai toute une section dans mon livre là-dessus. En fait, les Américains qui sont dans tout ça, dans l'expatriation, recommandent en masse de prendre un deuxième passeport. Et c'est normal parce qu'en fait, les États-Unis, c'est le seul pays occidental qui impose leurs citoyens sur leur passeport, sur leur nationalité. C'est-à-dire que tu peux être américain, tu vas vivre 20 ans en Espagne, 30 ans en Thaïlande, rien à carrer, tu dois continuer à faire tes déclarations d'impôts aux États-Unis et payer des impôts aux États-Unis. Pas tous les impôts, mais des impôts. Okay. J'imagine que beaucoup d'Américains cherchent la deuxième nationalité. Donc, ils prennent un deuxième passeport et ils renoncent à leur passeport américain. Okay. Parce que si tu renonces à ton passeport sans prendre deuxième passeport, tu es apatride et c'est impossible aujourd'hui. Enfin, tu peux rien faire. Okay. Tu peux pas ouvrir de compte en banque, tu peux pas voyager, tu peux rien faire. Enfin, c'est pas possible. Et il y a plein de gens qui regardent les conseils des Américains qui répètent bêtement sans comprendre que ça s'applique pas aux gens qui sont pas américains. Tu vois. Okay. Donc, mais ça veut pas dire qu'il y a zéro intérêt à pas avoir de passeport, pas avoir de deuxième passeport. Et pour bien comprendre ça, je vais te raconter une histoire. C'est celle de Bobby Fischer. Okay. Est-ce que ça te dit quelque chose, Bobby Fischer? J'ai jamais entendu le nom. Non, c'est vrai. Ouais. C'était le joueur d'échecs le plus célèbre avant Garry Kasparov. Okay. Il a gagné en fait le championnat du monde d'échecs en 1972, ça date pas d'hier, et ça a été incroyable à l'époque parce qu'en fait il a brisé la domination soviétique qui était absolument incontournable dans le domaine des échecs. Donc c'était en pleine guerre froide et c'était un Américain qui a battu le maître des échecs russe qui a interrompu, je sais pas, 20 ans de domination soviétique, tu vois. Donc okay. ça avait fait grand bruit. Un gros buzz, gros exploit. Gros buzz, et tu vas voir pourquoi c'est intéressant après. Ce championnat d'échecs a eu lieu en Islande à l'époque. Tu verras pourquoi c'est important. Bobby Fischer, c'est un personnage excentrique, hein, vraiment. Après cette victoire, il décide de se retirer du monde des échecs. Pendant 20 ans, il vit sa vie, on n'entend pas parler de lui. Puis 20 ans plus tard, il dit « Hey, bon allez, je vais faire un rematch contre le maître soviétique que j'ai battu il y a 20 ans. Qui veut financer le truc, quoi ?» Et là, donc, il y a un Serbe qui dit « Ah bah ouais, vas-y, moi je suis un grand fan, je paye tout, c'est bon. » Voilà. Du coup, on fait ça en Yougoslavie, tu vois, parce que c'est le mec qui était serbe. Problème, à l'époque, le gouvernement américain avait mis un embargo sur la Yougoslavie parce que on s'amenait vers la guerre de Yougoslavie, tu vois. Et du coup, ça veut dire que aucun citoyen américain n'avait le droit de faire du business en Yougoslavie. Donc le gouvernement américain, Bobby Fischer était américain, dit à Bobby Fischer, vous pouvez pas faire votre tournoi d'échecs là, c'est du business, en plus il y a un prix à gagner, donc c'est mort, quoi. Bobby Fischer, le mec, il n'avait rien à carrer, c'était un gars très libre, peut-être trop libre, mais très libre. il fait une conférence de presse, il monte la lettre du gouvernement américain, il la déchire, quoi. Rien à carrer, les gars. Il fait le tournoi en Yougoslavie, il gagne, et puis il passe le reste de sa vie en exil parce qu'il ne peut plus rentrer aux États-Unis, tu vois.
Donc il vit un peu partout, en Hongrie, au Japon, etc. Il réussit à faire renouveler son passeport américain plusieurs fois, probablement parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'informatique et du coup, tu vois. Mais un jour, 2003, donc on est 11 ans après le tournoi quand même, il est au Japon, le passeport bip. Ah, monsieur, les États-Unis vous recherchent. Bon, bah on va vous renvoyer là-bas. Hein. Il va en prison au Japon. Il essaie tous les recours impossibles. Il passe des mois là-dedans. Hein. Et en prison au Japon pour aux États-Unis. Oui, parce que en fait, le gouvernement américain s'était réveillé, avait annulé son passeport. Donc en mode notification Interpol, peut-être quelque chose comme ça. Il passe un aéroport au Japon. Il vivait au Japon à l'époque. Ça sonne dans le système. Peut-être qu'il venait juste de le mettre en place. Hein, on va savoir. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'informatique, il faut aussi se dire ça. L'informatique, c'est un contrôle incroyable aux États, puisqu'ils peuvent faire ce genre de trucs. Tu vois. Bon, bref, ce qui est bien ou pas, hein, parce que ça arrête les criminels aussi. Hein, ça bip. Les Japonais voient que les États-Unis veulent qu'ils extradent Bobby Fischer, donc ils le foutent en prison. Tu vois. Et donc, Bobby Fischer, il essaie tous les recours impossibles. En désespoir de cause, il écrit au Parlement islandais en disant... Parce qu'en fait... Les Japonais, ils ont juste dit, nous, vous n'avez pas de passeport, donc on ne peut pas vous autoriser à rester chez nous ou à voyager. On va vous envoyer chez vous, aux États-Unis, quoi, tu vois, même si ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas mis les pieds là-bas. Donc, il écrit au Parlement islandais en disant, écoutez, est-ce que... Voilà, ils étaient très reconnaissants, les Islandais, envers Bobby Fischer, parce que le fait d'avoir organisé le tournoi des échecs là-bas, en Islande, ça avait mis... Un coup de com' sur le pays. Bah oui, en fait, la plupart des gens ne savaient même pas où c'était sur une carte. Tu vois, donc, grâce à ça, il y a des millions de personnes qui ont pu mettre l'Islande sur une carte. Et il y a eu plein de touristes qui sont allés, tout ça. Et donc, il a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas m'accorder la nationalité islandaise en reconnaissance de ça. Et le Parlement islandais vote à l'unanimité pour lui donner le passeport islandais. Donc, il obtient le passeport islandais. Les Japonais le laissent partir. Il va en Islande et il passe le reste de sa vie là-bas. Alors, c'est une histoire, tu vois, que je compte. Il est encore vivant Non, il est mort quelques années après. Ok, d'accord. Il était vieux déjà. Hein. Donc, il a fait quand même. Sa tombe est à Reykjavik en Islande, quoi. C'est dingue, hein, cette histoire. Elle est incroyable, cette histoire. Ça fait penser un petit peu en actualité à Paul Watson, dans le même genre. Ah, je n'ai pas suivi. Ah, t'avais pas suivi quelqu'un qui défend les baleines en mer et qui devait être extradé au Japon, mais qui a demandé la nationalité française pour le coup, qui a été acceptée, mais il a fait 2-3 mois de tôle au Groenland. Ah bah tu vois, je savais donc pas. Là, c'est une autre histoire très récente qui me fait penser par rapport à ce que tu viens de me dire. Ah bah tu vois, c'est intéressant parce que ça va dans mon sens. Alors pourquoi je raconte cette histoire dans mon livre ? C'est pour montrer que quand on a un seul passeport, on est à la merci de son gouvernement, en fait. Parce que, en fait, votre passeport ne vous appartient pas, c'est la propriété du gouvernement, c'est marqué dessus, hein, vous pouvez lire. Et donc, votre gouvernement peut annuler votre passeport n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. Parce que la liberté de voyager, c'est une liberté fondamentale. Tout comme la liberté de voter avec ses pieds. Alors, on va me dire, oui, mais Olivier, bon, d'accord, mais bon, Bobby Fischer, c'est quand même un cas exceptionnel. Il n'y a pas grand monde qui va faire des tournois d'échecs en Yougoslavie. Bon, c'est vrai, d'accord, je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde. Mais moi, ce que je vois, c'est que, c'est ce dont je parle dans le livre, j'essaie de prédire un petit peu comment vont évoluer les États-nations. Ils sont dans un état désespéré aujourd'hui financièrement, la plupart d'entre eux. On pourra en parler si tu veux. Vraiment, les finances sont catastrophiques. La France, c'est clair, par exemple, mais il y en a plein d'autres, il n'y a pas que la France. Non seulement les finances sont catastrophiques, sont en état catastrophique, mais en plus, quand tu regardes l'évolution démographique attendue, on a un vieillissement de la population, de plus en plus de retraités par actif, et déjà, le système de retraite n'est pas à l'équilibre aujourd'hui, mais ça va être de pire en pire. Donc, ils sont vraiment dans une situation catastrophique au niveau financier. Donc, ils vont être de plus en plus désespérés pour essayer d'empêcher les gens de partir. Il faut savoir quand même que les 10% les plus riches en France payent plus de 70% d'impôt sur le revenu, et probablement une grosse partie aussi de l'IS et de la TVA, parce que beaucoup sont entrepreneurs. Hein. Donc c'est catastrophe. S'il y a ne serait-ce qu'un cinquième d'entre eux qui partent, c'est une catastrophe. C'est game over. C'est game over. Ça sera la faillite, mais on peut déjà dire que c'est le cas, en fait, parce que probablement que ça joue déjà. Le fait qu'il y a autant de personnes qui partent, ça joue déjà dans les finances publiques qui sont dans le rouge, tu vois. Donc, les États vont être de plus en plus désespérés pour essayer de rattraper ces gens-là ou de les empêcher de partir fiscalement. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, si tu dois plus de $60 000 à l'IRS, le fisc américain, poum, il t'annule ton passeport. Et en plus, j'imagine qu'il y a pas mal d'Américains qui doivent, surtout peut-être des jeunes, en plus, incroyable, pas trop incroyable. renseignés. Je veux dire, non mais les États-Unis, n'oublie pas, c'est aussi le seul pays du monde occidental qui ne partagent pas les infos. Non, à imposer leurs citoyens sur leur nationalité. C'est-à-dire que t'es John,
John Smith, qui vit au Portugal depuis 30 ans. T'as oublié de faire tes déclarations parce que tu n'étais même pas au courant, tu vois. Oui, t'enlèves le passeport américain. Et là, ils se disent, tiens, ah bah non, bah lui, John Smith, il a pas payé. Oh putain, mais maintenant, ils ont des systèmes informatiques, c'est, ah bah allez, on désactive son passeport. Le gars, il est au Portugal. Un jour, il veut prendre l'avion pour aller au Maroc, tu vois. Je sais pas, on l'a invité pour un mariage ou whatever, tu vois. Ah bah non, votre passeport a été annulé. Hop, pareil, prison, Portugal. On le renvoie aux États-Unis. Et le mec, ça fait 30 ans qu'il vit au Portugal. Mais c'est du délire, tu vois. Et donc, aujourd'hui, c'est pas le cas en France et dans les pays européens. On peut pas annuler les passeports pour des raisons fiscales, mais ça c'est aussi possible en Australie et dans d'autres pays, par exemple. Moi, je vois un avenir où ça sera tout à fait une possibilité. Ou, par exemple, c'est un scénario potentiel où la France taxe, ou même l'Union européenne, met en place une forme de taxation sur la nationalité, ou en tout cas essaie de rattraper les gens qui sont partis, et annule les passeports de ceux qui payent pas, en fait. Et ça, je trouve ça révoltant, en fait. En fait, à partir du moment... Alors déjà, l'imposition sur la nationalité, je trouve ça révoltant parce que t'es comme un serf au Moyen-Âge, quoi. T'es la propriété de ton seigneur, en fait. Tu dois lui demander la permission pour pouvoir partir. C'était ça, hein, au Moyen-Âge. T'étais un paysan, t'étais attaché à la terre, t'étais la propriété du seigneur. Si tu voulais aller dans le fief à côté, fallait demander la permission du seigneur. Tu voulais te marier, fallait demander la permission du seigneur, etc., etc. Bon, c'est pas aussi grave aujourd'hui, mais là, pour moi, c'est une forme de néo-servage, en fait. Donc, rien que... avoir un passeport comme plan B, comme assurance pour se prémunir contre ce genre de scénario, ça ne me paraît pas délirant. Tu vois ? Je ne dis pas que ça va forcément se produire, mais je dis que je vois une tendance vers ça. D'accord ? Après, la possibilité que la France impose les Français sur leur nationalité est très faible. On peut en parler si tu veux, j'ai étudié le truc vraiment en détail. Mais... Parce que il y a eu des projets de loi fin 2024 à ce sujet. Et 2023 aussi. Ok, normalement... Parce qu'il y a des accords bilatéraux qui sont signés entre tous les pays. Non, on peut en parler en détail si tu veux. Ouais, alors attends, peut-être juste avant, on va en parler en détail avec grand plaisir. Donc là, on est en train de parler d'avoir un deuxième passeport. Je vais te prendre mon exemple personnel. Quel est le top 5 des pays auxquels on pourrait avoir un second passeport pour avoir ce backup, justement? Alors, attends, il y a le backup comme... alors, moi, je l'ai fait. J'ai un deuxième passeport, on peut en parler, du coup. Alors, parce que je l'ai fait vraiment par raison philosophique. Ouais. C'est juste parce que, pour moi, la liberté, c'est ma valeur première. Et je supporte pas cette idée qu'un gouvernement puisse décider d'annuler ma possibilité de voyager, quoi. C'est quoi ce délire, tu vois? Je suis pas la propriété de mon gouvernement. Enfin, franchement. Donc, j'ai pris ce passeport pour ça. Donc, ça peut être une raison. Deuxième raison... Tu as deux passeports, toi. Ouais. Okay. Deuxième raison, c'est tout simplement d'avoir plus de possibilités de voyager ou de s'établir. Donc, par exemple, moi, avec mon passeport français, j'ai besoin de demander un visa pour aller en Russie, alors qu'avec mon deuxième passeport, qui est celui d'Antigua, on va en parler, je peux aller en Russie sans visa, par exemple. Ok. Bon, on va dire que ça, c'est moins important parce que honnêtement, un passeport européen, c'est dans le top 10 des meilleurs passeports du monde. Le passeport français est le deuxième meilleur passeport du monde. Au premier, ça dépend des classements. Au troisième, peu importe. Tout ce qui est français, belge, suisse, canadien, on est dans le top. Ok. Donc, c'est moins une raison, honnêtement. Après, ce que je donne l'exemple dans mon livre, si tu es un millionnaire indien ou nigérien, tu as beaucoup moins de liberté de voyager qu'un smicard français. Tu dois demander un visa pour quasiment tous les pays où tu vas. Donc, pour ces gens-là qui ont de l'argent et qui ne veulent pas s'embêter avec la paperasserie, ils peuvent acheter un deuxième passeport qui est meilleur que leur passeport d'origine, et ça fait sens pour eux. Ouais. Tu vois. Donc, alors, une fois qu'on a établi que donc il y a des raisons d'avoir un deuxième passeport, comment les obtenir? Donc, tu peux en avoir en achetant. Et combien ça coûte? Ouais. Alors attention, je précise, c'est pas de la corruption, hein, c'est des trucs légaux. C'est juste que c'est prévu par la loi et tu peux investir pour avoir des passeports. Ok. Tu as aussi la possibilité d'en avoir via de la descendance. Ou parce que tu vas tu peux donner naissance à des enfants dans un pays. Bon, on va se focaliser sur comment acheter. Donc, moi, le passeport d'Antigua, alors Antigua, c'est quoi? C'est une île des Caraïbes, c'est littéralement juste au nord de la Guadeloupe. En fait, du sud de l'île, on voit la Guadeloupe, tu vois. Donc, c'est pareil, hein, c'est une petite île. J'imagine c'est genre Malte, voire peut-être un peu petit. Ah bah oui, mais j'y suis allé justement en début 2024 parce que c'est le seul pays des Caraïbes qui vend son passeport qui t'oblige à aller 5 jours pour renouveler, ce qui me va parce que ça me paraît logique. Ouais, voilà. Le seul vol direct de l'Europe, c'est de Londres, puisque c'était avant une colonie britannique. Donc voilà, j'ai visité 5 jours. Bon, c'est bien, c'est une petite île des Caraïbes, c'est cool, tu vois, mais bon, c'est une petite île, quoi. Donc voilà, c'est comme Malte, mais en moins. Saint-Barth. Après, j'ai jamais mis les pieds. Moi non plus. Je suis pas allé en Guadeloupe, mais ça doit être grosso modo pareil. Ça doit être tout petit. Ouais, c'est petit, donc c'est bien pour prendre des vacances, c'est très beau, mais sinon, bof, quoi. Et donc.
En fait, alors, moi à l'époque, je l'ai payé en gros 130 000 $ avec tout, hein, frais, avocat, machin. Moi, j'ai plein d'amis qui adorent les voitures de sport et qui collectionnent ça. Moi, j'en ai rien à carrer des voitures de sport, mais rien du tout. Toi, c'est le passeport, c'est ta voiture de sport. Non, du coup, mais tu vois, on a tous des achats plaisir, c'est normal, tu vois. Moi, les voitures, je m'en fous. Ça fait que 10 ans que j'ai pas de caisse, tu vois. Donc, du coup, moi, mon achat plaisir, c'était de m'acheter la liberté. Ouais. Donc, tu vois, ça reste cohérent avec mes valeurs. Qui est ta valeur phare. Donc, c'est exactement. tout à fait logique. Mais c'est à fond perdu, les 130 000, ou c'est un investissement c'est complètement à fond perdu. Non, c'est à fond perdu. Quand je dis investir, c'est que je leur ai filé, ils ont investi comme ils voulaient. Voilà. En gros, donc, tu as 5 pays des Caraïbes qui vendent leurs passeports. Alors, le problème, c'est que ces passeports donnent un accès sans visa à l'Union européenne. Ce qui est très, très bon pour eux parce que du coup, ils peuvent vendre plus cher, il y a plus de gens intéressés. Mais du coup, ça donne un moyen de pression à l'UE qui n'aime pas du tout ça, en fait. J'imagine, parce que tous ceux qui ont une aisance financière peuvent être amenés à acheter un passeport. Ils ont peur qu'il y ait des criminels qui passent par là, mais ça me paraît peu probable parce qu'ils checkent quand même bien. Hein. Ils te demandent plein de trucs. Ils vérifient que tu n'es pas un criminel. Ils ne vendent pas ça à n'importe qui, même si tu as l'argent. Exactement. Et que tu es une personne chelou. Non, ils font attention. Ouais. Ils checkent avec le FBI et tout, que t'es pas... Enfin, ils checkent toutes les listes. Ils regardent Interpol, FBI, le machin. Ils te demandent comment s'appelle le relevé qui dit que t'as pas fait commis d'infractions graves, tu vois, comment ça s'appelle déjà casier du oui, casier judiciaire, exactement. Voilà, okay. Ils demandent ça, enfin c'est ce qui est normal, tu vois, donc ils vérifient, tu vois. Donc, je pense que l'UE c'est juste une excuse. Cette personne était connue des services de police, il a un double passeport. Donc l'UE utilise ça comme excuse, surtout parce qu'elle aime pas ça, c'est tout, mais voilà. Et donc, mais ils ont mis la pression sur les 5 pays des Caraïbes qui vendaient leur passeport grosso modo 100 000 $ plus frais, pour qu'ils doublent leur prix. Donc tu as dit non, Antigua. Ouais, donc il y a Antigua. Je disais Antigua comme toi, mais en fait, là-bas, ils disent Antigua. Les Antiguais disent Antigua, donc on va dire Antigua, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il y a alors il y en a 5. Il y a Sainte-Lucie, il y a la Dominique, pas la République dominicaine, la Dominique, c'est pas la même chose, c'est juste entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique. Okay. Tu as Saint-Kitts-Saint-Nevis, donc c'est Saint-Christophe et Niévès en français. Et tu en as un 5e, alors attends. Bon, bref, il y en a un 5e. Okay, ouais. Donc là, à chaque fois, c'est des toutes petites îles. C'est des toutes petites îles. Tu vas juste pour ça, parce que tu ne te dis pas, je vais faire 3 mois d'installation. Et ils sont grosso modo similaires, mais il y a la Grenade aussi. Voilà, il y a la Grenade. Ouais. Et donc, ils sont grosso modo similaires, mais ils ont des petites variations. Par exemple, la Grenade te permet d'aller en Chine sans visa, ce qui n'est pas le cas de Antigua. Il y a d'autres qui ne donnent pas l'accès à la Russie sans visa. Bon. Donc, voilà, c'est des petits trucs. On doit prévoir environ 150 000 $. Non, je te dis maintenant, le prix a doublé à cause de l'Union européenne. Ah, donc on doit prévoir 250 à 300 000 $. Ça dépend. Le moins cher, c'est Sainte-Lucie. Tu dois probablement t'en sortir pour 215 000. Mais après, chacun a ses petites particularités. Par exemple, si tu as une famille, Antigua, c'est meilleur parce que c'est moins cher de rajouter ton conjoint et tes enfants. Ok. Voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre de sa situation personnelle et familiale pour choisir l'une des 5 destinations. Exactement. Et faut aussi... Alors, attends. Faut aussi savoir que ces 5 pays... font partie d'une alliance qui est comme une sorte de mini-Union européenne avec 2 autres îles des Caraïbes dont je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a Trinité et Tobago dedans. Et en fait, si tu as un passeport d'un de ces pays, tu peux aller vivre, travailler librement dans chacun des 7 pays de cette alliance. Okay, donc ça ne sert à rien d'en avoir 2 de cette alliance, par exemple. Okay. Et après, ça fait même partie d'une alliance un peu plus large où il y a moins de droits, mais quand même pas mal de droits, et qui inclut même, ça inclut la Jamaïque, ça inclut Haïti. Bon, personne ne veut aller en Haïti en ce moment, mais à la Jamaïque, ça inclut même des pays d'Amérique. Tu as la Guyane non française, tu as le Belize et tu as le Suriname où tu peux aller vivre aussi et travailler facilement avec ces passeports-là. Intéressant. Bon, la Turquie, si c'est intéressant. La Turquie, jusqu'à pas longtemps, tu devais investir n'importe quel. Ça c'est génial. Alors oui, par contre, attends, je reviens sur les Caraïbes. Tu m'as dit, est-ce que c'est une donation ou un investissement ? Tu as toujours l'option d'investir dans l'immobilier, mais ça vaut pas le coup. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est 2 fois plus cher. Et ensuite, c'est uniquement dans des programmes qui ont été approuvés par le gouvernement. Autrement dit, ça a été approuvé pour que tu te fasses bien. Ouais, une petite quenelle. Voilà. Donc en général, c'est pas intéressant du tout. Voilà. Donc c'est mieux de mettre ces 250 000 en. Voilà. Ouais. C'est comme si tu achetais une Porsche, sauf que. Enfin, une Porsche, une Ferrari. Une Ferrari McLaren. Mais moi, je suis content de l'avoir. Alors oui, ça, c'est vraiment un truc. Tu l'as fait un moment où la 130 000, c'est plutôt une Porsche. En l'occurrence, voilà. Je me suis acheté ma Porsche. Plus accessible. Mais la Porsche, je l'aurai à vie, je vais pouvoir la transmettre à mes enfants, tu vois. Ouais. Donc c'est top. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Les bonnes affaires dans ce milieu-là, ça dure pas.
Vraiment, faut pas tarder, quoi. La Turquie, c'est un excellent exemple de ça aussi, parce que la Turquie, jusqu'à récemment, c'est génial comme concept, et ça l'est toujours. Mais en fait, là, ils te donnent le passeport. Si tu achètes n'importe quel bien immobilier, n'importe où en Turquie, c'est un grand pays, hein, de 250 000 $ US. Et tu en fais ce que tu veux. Enfin, il faut juste le garder 3 ans. Et après, tu as le passeport à vie turc. Tu as le passeport à vie. Pour 250 000 $. Et là, c'est un investissement. Wait, c'était avant. Parce que ça a eu tellement de succès, ce qui peut se comprendre. Et c'est ce que j'allais dire. Que maintenant, le prix minimal est de 400 000. Ça va encore, mais il parle de l'augmenter à 600 000, mais c'est pas encore fait. Ouais. Donc là, non, c'est génial, parce que là, c'est le seul passeport aujourd'hui que tu peux avoir dans le monde, ultra vite, et où tu peux gagner de l'argent en l'ayant, en fait. Si tu fais un truc vraiment facile à 5-6% de renta, bah, au moins, tu es censé récupérer ton argent. Donc tu l'as gratuitement, en quelque sorte. Et en plus, tu es payé via la petite rentabilité que tu as générée. Ouais, donc, exactement. Donc c'est pour ça que ça va monter à 1,2 million. Tu achètes l'appart. Ouais. Il faut, par contre, la règle, c'est que tu ne peux pas l'avoir acheté tu dois l'avoir acheté à un Turc, pas à un étranger. Donc, c'est important. Okay, mais tu as des avocats qui checkent tout. Donc voilà, tu dois l'avoir acheté à un Turc. Et donc, prix minimal 400 000. Okay, tu peux aussi en acheter deux de 200 000, par exemple. Okay. Voilà. Il faut que ce soit 400 000 minimum. Et n'importe où en Turquie, c'est génial. Enfin, t'as ce qu'il faut, hein. Vraiment, t'as Istanbul qui est ultra dynamique, t'as plein de villes sur la côte ultra touristiques, etc., etc. Donc, et en dollars, ça passe. C'est pas en monnaie locale. Ah non, faut que tu convertisses en livres turcs, mais en fait, ils regardent le prix que tu l'as acheté à l'instant T. Ok. Mais il faut faire gaffe parce que comme il y a une grosse inflation, faut prévoir un peu plus en général pour pas te retrouver avec un bien à 398 000 juste parce que tu as payé un jour plus tard, tu vois, ce serait dommage. Donc, un 420 ouais, donc tu prends 420 000 comme ça, t'es tranquille, et voilà. Et donc, voilà, une fois que tu achètes, tu remplis quelques papiers et tu as le passeport en quelques semaines. Il te l'enlève si tu revends le bien avant 3 ans, d'accord ? Ouais. Mais si tu le gardes 3 ans, là, après, au bout de 3 ans, tu peux le revendre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux le garder 20 ans. Tu peux le garder. Voilà, tu fais ce que tu veux. C'est quand même bien. Et si bien. tu dis j'habite dedans, c'est possible aussi. Tu peux, oui, bien sûr. Okay. En plus, tu deviens turc, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, parfait. Donc tu peux très bien y vivre. Bon, même si fiscalement, c'est pas très intéressant la Turquie, mais après, c'est un super pays. Je sais pas si t'es déjà allé, mais. Jamais de ma vie. Moi, j'ai fait juste Istanbul et la Cappadoce et un peu autour d'Istanbul. C'est incroyable ce pays. Il est méga grand, magnifique. Istanbul, c'est une ville incroyable. Franchement, je pourrais y vivre quelques années sans problème. Vraiment top, quoi. Bref, donc. Juste la langue très complexe, c'est pas du tout la même famille. Les Turcs parlent pas forcément très bien anglais, donc ça c'est un problème. Mais sinon le reste, franchement, la bouffe, la culture, la qualité de vie de manière générale, la beauté des paysages, c'est impressionnant. La Cappadoce, c'est une tuerie. Bref, donc voilà. Bon, il y a d'autres passeports que tu peux acheter, mais pas forcément très intéressants. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà envisagé avoir un second passeport? Ça serait très intéressant d'avoir votre retour. Donc Olivier a un deuxième passeport. De mon côté, je n'ai pas encore de deuxième passeport, mais c'est quelque chose que j'ai prévu dans les 3 à 5 ans max. Donc j'aimerais qu'on revienne sur 2 éléments. Le premier élément par rapport aux dettes des États. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui n'a pas de dette? Si on reprend l'exemple de la France, moi j'ai compris que le système fonctionnait puisque d'un côté, on a la France qui a peut-être... moins 3 500 milliards de dettes, et d'un autre côté, l'épargne des Français est supérieure à 6 000 milliards. Donc si tu fais l'équation, même si la France était à moins 5 500 milliards, forcément, plus 6 000 milliards, hop, ça s'emboîte. Comme tu peux l'imaginer, ça s'emboîte, mais tu as volé 100% de ta population. Oui, ça s'emboîte sans demander le consentement. Voilà, en volant les gens. Ça s'appelle un viol. Hein. Ah, je suis 100% d'accord, mais c'est aussi pour ça que les systèmes... Ah, mais ils ont prévu le coup parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Chypre. Alors, explique-nous donc, en fait, par rapport à cela. Alors, donc, en Chypre, il y a eu une grosse crise économique en 2011-12, un truc comme ça. Je crois que c'est 2013. Ou 2013, et début des années 2010, voilà. Et donc, en gros, il y a des banques qui se sont retrouvées insolventes. C'est-à-dire que vraiment, elles allaient faire banqueroute. Ouais. Ça veut dire que tous les épargnants allaient perdre tout ce qu'ils avaient. Tu veux retirer 10 €. Ah, il n'y a rien qui sort. Alors déjà, ils ont limité la quantité d'argent que tu pouvais sortir chaque jour. Et en fait, ils ont dit voilà, on a réfléchi et toute personne, tout compte qui a plus de 100 000 € va se faire ponctionner de 30% de son montant. Donc si tu as 200 K, boum.
T'avais tu prends 30K disparus. Voilà, 30K au-dessus de 100 000. Au-dessus de 100 000. Donc, Quelqu'un comme qui tu avais avait 100 000 au-dessus. Quelqu'un qui avait 1 million, il a 900 000 euros moins 30%. Il se fait une belle fessée. Eh ben, il se prend 300 000. Ouais. Boum. Donc, oui, donc c'est comme ça qu'ils ont renfloué les banques. Et l'Union européenne a vu ça et s'est dit waouh, génial, excellente idée. On va modéliser. On va modéliser. Ils ont mis ça. C'est une fucking réglementation européenne qui autorise ça à l'échelle de l'UE maintenant. Donc au-delà de 100 000 euros, Ouais. 30%. Ouais. Donc on a la réponse comment ils vont rembourser les dettes. Alors, après, c'est pas la même chose non plus parce que des violences, hein, mais là, on parle de la dette de l'État versus la dette de banque. Hein. C'est pas exactement pareil, mais Okay. c'est une possibilité, c'est sûr que de toute façon aujourd'hui le montant de la dette dans la plupart des pays occidentaux est tel qu'ils n'arriveront jamais à rembourser. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas endettés? Oui, bien sûr. Enfin, non. J'en connais pas. Après, la dette en soi, c'est pas forcément mauvais. Si tu t'endettes pour investir dans quelque chose qui rapporte plus sur le long terme, ça fait sens. Tu vois, comme un bien immobilier voilà. où ton cash flow est positif. Ou tu construis une autoroute qui va, tu dis n'importe quoi, ça coûte 1 milliard et ça génère 10 milliards pour l'économie sur 20 ans. Ça fait sens, tu vois. Mais le truc, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, on fait juste vivre au-dessus de nos moyens. Ça sert à financer tout ce qui est social. Ce qui est pas, ça part du bon sentiment, mais le problème c'est que ça rapporte rien à l'économie sur le long terme, tu vois. C'est pas c'est quelque chose qui coûte de plus en plus en fait. On voit bien que les retraites, par exemple, ça va à la catastrophe ce truc. C'est pas possible, c'est déjà pas à l'équilibre aujourd'hui, ça le sera encore moins dans 20 ans. Donc, et en plus, donc il n'y a pas 3000 solutions. Soit il faut augmenter les cotisations, soit il faut allonger le départ, l'âge de départ à la retraite. Qui est en train d'avoir lieu. Soit il faut payer moins les retraités. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ou alors, il faut vraiment développer l'économie à fond, mais la croissance de la France en ce moment, c'est anémique, quoi. Donc, ou alors, il faut avoir beaucoup plus d'enfants. C'est pas du tout une tendance, hein. Il y a de moins en moins d'enfants. Le seul continent avec une croissance naturelle positive aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, tous les autres continents sont en train de faire... On vit de plus en plus longtemps et en plus, on a de moins en moins d'enfants. Ouais. Ouais. On est passé de... faut vérifier les chiffres, ok, mais grosso modo, on a multiplié par 2 le nombre de retraités par actif depuis 1970 à peu près. À vérifier, j'ai les chiffres précis dans mon livre, ok. Je me rappelle pas là forcément très bien, mais c'est à peu près ça. Donc ça va pas, on va pas dans la bonne direction, tu vois. Donc oui, alors il y a des pays, il n'y a pas de pays pas endettés parce qu'il peut y avoir de la bonne dette, de toute façon c'est pas grave, mais il y a des pays qui sont endettés modérément. Le pays francophone qui vraiment tire son épingle du jeu à tous les niveaux, c'est la Suisse. Il n'y a pas photo. Ils sont à peu près à 40% d'endettement par rapport à leur PIB, ce qui n'est rien du tout. Ils ont une fiscalité faible, des services incroyables. Et tu vois, moi j'étais en Suisse il y a 2 semaines pour faire du ski. Puis j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Rebelles sans frontières dans laquelle je montre un peu les coulisses des pays que je visite. Donc là, je suis allé dans un marché local. Puis j'ai vu qu'il y avait des politiciens qui étaient là en train de discuter avec les gens. Je trouvais ça génial. Donc je suis allé les voir, tu vois. Et ils ont cette culture de la proximité. Et ils m'ont tous dit, alors il y avait l'extrême droite, le Parti socialiste, les Verts, et puis 2 partis de centre droit qui étaient là. Donc tu leur as fait un micro-trottoir. Ils étaient là, tu vois. Il y avait une députée en plus, hein, quand même. Donc, du canton, mais quand même, tu vois, c'est dingue. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça en France. Des politiciens dans les marchés, tu vois, ça n'existe pas. Donc, déjà, tu vois cette culture suisse de vraiment démocratie directe, participative. Et puis, ils m'ont tous dit, et je leur avais pas répété ce qu'ils m'avaient dit au début. Enfin, ils m'ont tous dit, ouais, en Suisse, de toute façon. On est obligé, parce que je leur dis je suis français, ils me disent oui, en France, voilà, c'est vous tirez tous dans les pattes. Nous, on est constructif parce que de toute façon, on n'a pas la majorité absolue, on est obligé de faire des compromis tout le temps, tu vois. Donc il y a la Suisse, tu regardes les chiffres, c'est incroyable. Enfin, en termes de revenus, de dettes, de qualité d'infrastructure, de niveau moyen de revenus, de qualité de vie, c'est du délire. Enfin, c'est ce que la France devrait être, en fait, très honnêtement. C'est la France de zéro pour moi, la Suisse. Hein. On devrait plus s'en inspirer de ce que font les Suisses. Mais ça vient aussi, on le voit, quand je suis discuter un peu avec les Suisses comme je l'ai fait, d'un vrai pragmatisme, de moins d'idéologie et de plus de bon sens, en fait, tout simplement. En France, on est très idéologique, malheureusement. C'est comme ça s'explique de plusieurs manières historiques, mais bref. Donc, oui, il y a des pays qui font ça. Et d'ailleurs, on revient sur la notion de solidarité. On peut très bien être patriote, d'ailleurs, et aimer son pays et quand même se casser. Par exemple. Pourquoi ? Parce que, simplement, on dit, maintenant, le système, actuellement, j'y crois pas. Je préfère arrêter de contribuer à ce système inique. En partant, je contribue à son effondrement et je reviendrai rebâtir ce qu'il faut bâtir. Comme l'ont fait, par exemple, plein de gens lors de la guerre froide qui fuyaient l'Union soviétique.
C'est pas parce qu'ils aimaient pas leur pays, c'est parce qu'ils aimaient pas la manière dont était géré leur pays. C'est pas la même chose, tu vois. Donc on peut tout à fait être patriote et s'en aller. C'est pas pareil. Hein. Au-delà de ça, donc on peut se dire que clairement en France c'est vraiment mal géré. Il n'y a pas photo, c'est très mal géré. Et se dire je vais aller en Suisse, je serai moins taxé. Et en plus mes impôts vont être largement mieux utilisés. Tu vois. Alors, et parfois on me dit, quand je parle de ça, tu vois, quand je parle de l'Estonie versus la France, on me dit, oui, mais Olivier, tu comprends pas, l'Estonie, la Suisse, c'est tout petit. Les Dubaï, c'est tout petit, c'est pour ça que ça marche. Il y a Nous, pas la France, 68 millions d'habitants. Et là, je dis, mais du coup, si un grand pays, c'est intrinsèquement inefficace, pourquoi vous voulez vivre dans un grand pays? C'est quoi l'intérêt? Mais voilà, il n'y a pas d'intérêt. D'ailleurs, je pense pas que c'est vrai. Hein, mais si un grand pays est intrinsèquement inefficace, mais qu'est-ce que vous faites dans un grand pays? Barrez-vous. Il n'y a pas d'intérêt à être dans un truc inefficace. Pourquoi vous voulez être dans un truc inefficace? Et tu vois, ça c'est aussi encore l'état d'esprit de rester de monopéisme. Et jusqu'à avant Internet, les grands pays, avec leur inefficacité, étaient compensés par le fait que tu avais accès à un marché plus grand. Mais aujourd'hui, ce marché plus grand, tu peux y accéder du monde entier. Tu n'as pas besoin d'être dans ce pays-là. Donc ça change complètement la donne. C'est une des grandes disruptions des États-nations dont je parle. Il y en a plein d'autres. Hein. Et également, est-ce que tu pourrais nous partager, selon toi, la vision du futur, donc dans un monde de plus en plus d'intelligence artificielle, donc dans un monde digital, blockchain, crypto-monnaie, Internet, toi comme moi, ça a transformé notre vie positivement. Quels sont un petit peu tes retours ou ta perception du monde dans les 30 à 50 prochaines années? Ouais, alors c'est très difficile de prédire l'avenir, mais j'ai un chapitre complet qui essaie de prédire les grandes tendances, tu vois, parce que c'est ce que je dis. Quelle grande tendance tu nous... Voilà, c'est une manière de risquer sa peau, entre guillemets, dans le sens où plus un modèle est proche de la réalité, et plus il a une valeur prédictive. Ouais. Donc je fais des prédictions larges pour pouvoir qu'on puisse déterminer si mon modèle était suffisamment précis ou pas, en fait. Et donc, alors, l'impact de l'intelligence artificielle, c'est très difficile à estimer parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Ouais. On va vers vraiment une évolution exponentielle. Donc, honnêtement, ce qui est sûr, c'est que dans 20 ans, le monde sera radicalement différent par rapport au monde d'aujourd'hui. Comment ? Difficile. Comme je dis dans le livre, j'étais schizophrène un peu en écrivant ce livre, c'est-à-dire en ayant conscience de l'impact de l'IA, mais en faisant en sorte, comme si, en fait, ça n'allait pas trop impacter toutes ces disruptions sur les États-nations. Parce que je ne sais pas, en fait, si ça va impacter dans le sens de renforcer les disruptions ou au contraire, ça va donner suffisamment de pouvoir à l'État pour compenser les disruptions. Okay. Tu vois ? Déjà, ça va dépendre quel va être le premier pays dans lequel va naître l'AGI, donc la première intelligence artificielle générale, si ça va être un monde très différent, si c'est la Chine qui fait ça plutôt que les États-Unis. Ou l'inverse, tu vois ? Parce que ce ne sera pas les mêmes valeurs. Parce que le premier pays qui va développer l'AGI, ça va lui donner un atout absolument démentiel, en fait. C'est juste être démentiel. Bon. Donc, pour rester dans le sujet, moi, ce que je vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vois un étiolement progressif de la nation et de l'État, et de l'État-nation, de manière générale. Ça va suivre le même chemin que l'Église catholique. Pas de disparition, mais un lent et inexorable déclin en termes d'influence, de puissance, de prestige, de pouvoir, de richesse. Et en fait, tu vois, au Moyen-Âge, il y avait un léviathan, c'est-à-dire vraiment une structure au pouvoir écrasant qui était bien plus puissant que n'importe quel individu, qui était la plus puissante, c'était l'Église. Le léviathan Dieu/Église. Vers la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance se caractérise justement par le fait que le rapport de force change. Le léviathan Église s'affaiblit, le léviathan État prend le dessus. C'est là où on arrive aux États centralisés, à l'absolutisme, etc., jusqu'à l'État-nation du XXe siècle qui, vers 1950, était à l'apogée de sa puissance, grosso modo, 1950-70, avant que la mondialisation puis Internet commence à les disrupter. Et aujourd'hui, il y a un nouveau léviathan qui est en train de naître. C'est le léviathan Internet, le léviathan réseau. Et tu as le léviathan État qui est en train de baisser en influence et le léviathan réseau qui est en train de prendre de l'influence et qui a un direct contre-pouvoir à beaucoup de pouvoir du léviathan État. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce concept de léviathan Internet, c'est un penseur issu de la Silicon Valley qui s'appelle Balaji, Sivri Jansen, j'arrive pas bien à prononcer son nom. C'était le CTO de Coinbase, qui est une des plus grandes plateformes de marché crypto aux États-Unis.
qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle The Network State. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu as le Léviathan réseau qui est en train de prendre le dessus. Et on est à la croisée des chemins, là. Vraiment, on pourrait même dire que probablement l'État-nation est là et l'État réseau est là. Donc, il est encore très, très puissant, l'État-nation. Il va encore gagner plein de batailles, hein, attention. Hein. Mais c'est un moment, ça va faire ça, tu vois. Sous horizon 30 ans, tu penses. C'est difficile à estimer. Ouais, c'est difficile à estimer. Des décennies. Des décennies. Ouais. Mais regarde ce qu'on fait, toi et moi. C'est profondément disruptif. Complètement. On vend avant tout à des clients francophones, sans vivre en francophonie et sans payer d'impôts là-bas, et ce de manière légale. C'est profondément disruptif. Le système n'a pas été conçu avec des gens comme nous en tête. Parce que jusqu'à présent, c'était pas possible ce qu'on faisait, techniquement. Jusqu'à 1995, on va dire 2000 même. Ta date de naissance ou la mienne, c'était impossible de le concevoir. Exactement. 1981 pour moi. 89 pour moi. Impossible de faire ça. Ouais. Et donc, pendant des millénaires, ça n'a pas été pensé, parce que c'était obligatoire, mais en fait, la puissance des États est basée sur l'immobilisme de leur sujet. À partir du moment où ils leur poussent des ailes, le pouvoir des États diminue. Et la puissance, et le prestige, etc. Et donc, du coup, on peut envisager des nouvelles formes de gouvernance qui, au lieu de se faire disrupter par toutes ces nouvelles technologies, s'en nourrissent. Donc, il y a deux formes. Alors, il y a deux formes majeures. Il y en a plusieurs autres, mais il y a deux formes majeures de nouvelles formes de gouvernance dont je parle dans le livre. C'est les cités libres et les États réseaux. Qui est donc l'État réseau qui vient du livre de Balaji. Donc, les cités libres. À la base, le concept est très intéressant. C'est Paul Romer qui a fait un TED Talk en 2009, quelques années avant d'avoir le prix Nobel d'économie. Il a eu le prix Nobel d'économie en 2018. Et il a dit, en gros, il a parlé de ce concept de charter cities. Il a dit, voilà, il y a plein de pays où vraiment ce qui les freine dans leur développement économique, c'est qu'ils ont plein de régulations débiles. En gros, tu vois, il montrait des exemples d'étudiants africains qui avaient un téléphone, mais qui révisaient en dessous d'un lampadaire sur la voie publique parce que dans ce pays-là, les régulations électriques faisaient que le coût de l'électricité était pas assez cher, mais du coup, l'entreprise n'était pas motivée à raccorder les gens. Donc, ils n'avaient pas d'électricité chez eux. Et il dit, imaginons, on prend un pays qui a vraiment du mal à se développer, du genre Madagascar, par exemple, tu vois. Et ce pays dit, donc le gouvernement dit à un gouvernement d'un autre pays qui lui a fait ses preuves, comme par exemple le Canada, ça peut être n'importe quel autre pays. Hein. Bon voilà, écoutez, on vous donne ce bout de jungle qui sert à rien, là, allez, 100 km² de jungle, il n'y a rien. Ou à la limite, on vous donne un lease de 99 ans, tu vois, comme ce qu'avait fait la Chine avec Hong Kong. Ouais. Et vous faites ce que vous voulez dedans. Les lois du Canada s'appliquent, et pas les lois de Madagascar. Tout ce qu'on vous demande, c'est que par contre, les Madagascariens, je pense qu'on dit ça. Malgaches. Les Malgaches, merci. Je fais du néologisme là. Les Malgaches vont avoir le droit d'y vivre et d'y travailler normalement comme sur n'importe quel. Comme sur le reste du territoire malgache. Et là, il dit c'est gagnant-gagnant parce que du coup, pour le Canada et les investisseurs canadiens du monde entier, c'est super rassurant. Tu as 100 km de nouvelles terres dans un endroit chaud, ce qui n'est pas toujours le cas du Canada, n'est-ce pas ? Et tu sais que les régulations du Canada s'appliquent, donc c'est super rassurant. Tu vois, moi, par exemple, ou toi, peut-être, on serait beaucoup plus rassuré à l'idée d'investir dans un bout de Canada à Madagascar qu'à Madagascar tout court. Complètement. Ça rassure à fond, tu vois. Parce que tu dis, OK, bon, là, au moins, il y a un truc qui tient, tu vois. On va se dire, c'est carré. C'est carré. Probablement pas de corruption, tu vois, ou beaucoup moins, parce qu'en Afrique, c'est un vrai problème, la corruption. Hein. Et donc, ça va permettre de créer une zone de prospérité, et à la fois dans la zone et aussi tout autour. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a plein de gens dans les pays pauvres qui partent de ces pays, qui donc appauvrissent ces pays par leur départ, et qui vont en général immigrer illégalement dans d'autres pays. Tu vois, genre Europe, États-Unis, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais plutôt qu'ils aillent, par exemple, que les gars de Madagascar, ou alors Madagascar c'est un peu loin du Canada, mais admettons que, par exemple, les gars du Guatemala aillent aux États-Unis ou au Canada, pourquoi pas créer un bout de Canada ou d'États-Unis chez eux ? Comme ça, ils vont pouvoir partir tout en restant dans leur pays. Et ils vont pouvoir bénéficier de meilleures institutions tout en restant dans leur pays. C'est super comme idée, tu vois. Et donc, à l'époque, il y a le gouvernement du Honduras qui voit ça.
C'est ce que je voulais dire, parce que tu as fait une vidéo, un vlog Oui. sur ce sujet que j'ai regardé, mais tu as anticipé ma pensée, bravo. Donc, le gouvernement du Honduras voit ça et se dit « Wow, génial !» Parce qu'ils ont le problème au Honduras, il y a énormément d'Honduriens qui partent chaque année pour immigrer illégalement aux États-Unis. Ouais. Ils se sont dit « Purée, ce serait tellement génial d'avoir un bout des États-Unis chez nous pour éviter que les gens se barrent, quoi, tu vois. » Et donc, ils contactent Paul Romer pour mettre ça en place. Et bon, long story short, il y a eu plein de péripéties. Au final, Paul Romer, il a démissionné du projet parce que ça allait pas dans le sens qu'il voulait. Le projet est tombé à l'eau. Et là, tu as un entrepreneur allemand qui s'appelle Titus Gebel qui tombe sur le concept, qui dit « Purée, c'est génial, mais quelle idée saugrenue de vouloir faire un partenariat avec un autre État. Pourquoi pas faire un partenariat avec une société privée à la place ?» Et c'est de là que le concept de cité libre est né. Et il a écrit un livre qui s'appelle Cité privée libre, qui a d'ailleurs été traduit par un membre de mon équipe. Là, c'est la 2e ou 3e édition qui est sortie. Et en gros, alors, je te donne le concept méta. Okay, le concept méta, c'est que donc, on peut mettre en place ce genre de cité libre partout dans le monde, avec des pays hôtes qui sont bien sûr volontaires. Idéalement dans des endroits où il n'y a personne, comme ça, ça dérange personne, tu vois. Et on ne manque pas de terre vierge quand même, donc ça devrait aller. Et l'idée, la vision à long terme, c'est d'avoir des centaines de cités libres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va permettre de tester des centaines de modèles de sociétés différents. Chaque cité libre va être un laboratoire de modèles sociétaux et économiques. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu veux tester un modèle sociétal économique, soit tu fais une révolution, soit tu gagnes les élections, ce qui veut dire que tu imposes en général à 49% de la population qui n'a pas voté pour toi, voire plus, parce qu'avec les abstentions et tout, tu vois, comment tu calcules, eh bien, de mettre en place, tu subis, la minorité subit la tyrannie de la majorité, tu vois, soit tu fais une révolution, puis en plus tu dois composer avec l'existant, beaucoup de traditions, d'histoire, etc., ce qui peut être très très lourd, en particulier en Europe, on le voit aujourd'hui. Donc, plutôt que de faire ça, t'imagines, hop, tu fais un partenariat avec un pays, tu obtiens quelques dizaines de kilomètres carrés, quelques centaines de mètres carrés, enfin quelques hectares, ça peut être petit, c'est pas forcément grand. Tu mets en place ta nouvelle société, tu vois ce que ça donne. Et ce qui est génial, c'est que c'est uniquement sur la base du volontariat. T'imposes à personne de venir. C'est uniquement les gens qui veulent. Donc Honduras ont expérimenté là réellement hier. Alors attends, ça je te donne la vision globale. Okay, l'idée à terme, c'est d'avoir des centaines de cités libres pour que tu puisses tester comme ça des modèles de gouvernance et probablement l'idée, c'est d'avoir une sélection naturelle, une compétition amicale darwinienne qui fait qu'on va repérer très vite les modèles de société qui sont les meilleurs par rapport à d'autres. Parce que ces zones-là seront plus prospères, tout simplement. Et du coup, ça va servir de modèle pour les autres sociétés. Tout comme l'expérience américaine, tu vois, de la Révolution américaine, puis la première constitution américaine, la première démocratie moderne, c'est les États-Unis, ça a inspiré des tas d'autres pays après, dont la France. C'est clair que la Révolution française, probablement, aurait eu lieu plus tard ou pas de la même manière s'il n'y avait pas eu la Révolution américaine avant. C'est aussi le fait qu'il y a plein de soldats qui sont rentrés après avoir participé à la Révolution américaine qui ont aussi diffusé ces idées-là, tu vois. Donc l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir des modèles qui vont après se diffuser dans le reste du monde et apporter énormément de valeur à l'humanité. Et donc, du coup, il a contacté le gouvernement du Honduras en disant, si vous voulez, on fait le concept, mais sans État. On a une société privée à la place. Donc ça, c'est le métamodèle. Et lui, il propose son modèle à lui. Mais chacun peut proposer son propre modèle. À lui. Voilà. Comme si moi ou toi, on dit... Oui, demain, on peut créer une société libre si on veut. Okay, tu vois, c'est le concept. Et voici mes règles. Voilà, exactement. Okay. Et après, tu vois si tu arrives à fédérer ou pas. Mais lui, donc, il propose aussi ses propres règles. Il dit, voilà. Et donc ça, c'est la cité libre de Prospera au Honduras, qui là existe aujourd'hui. J'ai été la visiter l'année dernière. Et c'est quoi? C'est 1 km², 10 c'est petit, c'est petit. Il y a 2 emplacements. Il y a un ancien terrain de golf et enfin, avec toutes les... C'est quand même assez grand. Hein. Comme un village, quand même. Oui, c'est un village, ouais. Il n'y a que quelques centaines de personnes qui vivent pour le moment. Ça reste petit. Okay. Mais par contre, c'est vraiment très impressionnant. En tout cas, c'est très innovant d'un point de vue, on va dire, politique et économique, parce que donc, là-bas, il y a un vrai contrat social. Tu vois, la base de contrat social, c'est censé être à la base des démocraties modernes, c'est que tu as un contrat qui régit les droits et devoirs entre l'État et toi. C'est d'ailleurs Rousseau qui l'a théorisé notamment dans son livre du contrat social. Sauf qu'il y a un problème avec le concept de contrat social. Elle est où ta signature? Tu n'as pas signé. C'est juste un truc qu'on t'impose parce que tu es né à un endroit en particulier. Complètement. Donc, les règles comptent. Donc c'est pas un contrat. Voilà. Bon. Donc c'est pas un contrat. À Prospera, il y a un vrai contrat. C'est-à-dire que si tu veux devenir résident, tu as un contrat de 1200 pages. Alors, il est en anglais et espagnol, donc en fait, ça fait 600 pages, tu vois. Et qui régit tout, plein de choses. Et
Prospera, tu le signes, Prospera signe, Prospera ne veut pas modifier une ligne de ce contrat sans ton accord. Ça inclut le taux d'imposition maximal et plein d'autres choses. Donc, alors, il y a quand même certaines choses qui peuvent être déterminées par Prospera en dehors du contrat, mais c'est expliqué dans le contrat. Mais on va dire que c'est comme si, en France, le gouvernement ne pouvait pas modifier une loi sans ton accord. En tout cas, le gouvernement pourrait modifier une loi, mais elle ne s'appliquerait pas à toi, cette modification, tant que tu n'aurais pas donné ton accord. T'imagines ? C'est révolutionnaire. Est-ce que ça va marcher ou pas ? On ne sait pas. Peut-être que ça sera trop rigide, tu vois. Ou alors, ça va débloquer une toute nouvelle ère de prospérité parce que ça va extrêmement rassurer les gens et leur donner une stabilité légale qu'ils n'auront jamais ailleurs. Donc ça, c'est une des premières innovations. Deuxième innovation, tu peux choisir les lois qui s'appliquent à toi. Donc, par exemple, tu crées une société, je dis n'importe quoi, je sais pas, un cabinet de dentiste. Tu peux choisir quelles sont les régulations qui s'appliquent à ce cabinet de dentiste dans une shortlist d'une 50aine de pays qui ont été présélectionnés. Tu peux dire par exemple, ok, je suis au Honduras, c'est les lois du Honduras qui vont s'appliquer. Ah bah non, je viens de France, allez, je connais bien la régulation française, c'est la loi française qui va s'appliquer. Ou ah bah non, c'est la Norvège, c'est les lois de la Norvège qui s'appliquent. Ou du Japon, peu importe, tu vois. Et donc tu peux choisir tes propres régulations en fait. Tu peux même créer les tiennes si tu veux. Mais là, dans ce cas-là, il faut que tu t'assures que tu trouves un assureur qui est capable de t'assurer avec ça. Ok ? Troisième innovation, il n'y a pas de monnaie officielle. Tu es libre d'utiliser n'importe quelle monnaie. En fait, les dirigeants de Prospera veulent que le marché décide quelle est la meilleure monnaie. Donc, c'est-à-dire tu peux utiliser les cryptos. Tu peux utiliser les par ricochet, ça sera peut-être du Bitcoin ou une autre crypto. Quand j'y suis allé, tous les business, sans exception, acceptaient le Bitcoin. Et beaucoup acceptaient l'Ethereum aussi. Et si tu décides que tu veux te faire payer en coquillage, tu peux, si tu veux, on s'en fout, tu fais n'importe quoi. Tu peux accepter des roubles, des dollars, des trucs de Zimbabwe, enfin, c'est toi qui vois. On s'en fout. Il n'y a aucune obligation d'accepter une monnaie. Donc très intéressant, tu vois. Donc ça, c'est le concept Cité Libre. Okay. Ensuite, tu as le concept d'État réseau. On s'achemine vers la fin de cette interview, donc je vais essayer de résumer. Mais tu vois, la Cité Libre, on part de la Terre. Et après, on essaie de créer une communauté. Et d'ailleurs, à terme, on peut imaginer que Prospera, par exemple, avait déjà des plans pour créer d'autres Prospera dans le monde entier. Et que donc, quand tu deviens résident d'un Prospera, tu deviens résident de tous les Prospera du monde. Intéressant, tu vois. Intéressant. Et donc, l'État réseau, c'est différent. On parle du cloud pour aller vers la Terre. Okay. Donc, le concept, c'est quoi ? C'est qu'on rassemble une communauté en ligne. Tu vois, on part du constat que, en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sentent plus proches d'une communauté en ligne que de leurs voisins. C'est aussi un truc qui est disrupteur des États-nations. Bref. Donc, on crée une communauté en ligne de gens rassemblés autour de points communs. Et c'est pas très dur, on le sait, tu vois, de rassembler 50 000 personnes, 100 000 personnes en ligne. On a des communautés qui sont plus grandes que ça aujourd'hui, nous deux. Tu vois. Complètement. Donc, tu rassembles 50 000, 100 000 personnes. Tu peux éventuellement les faire cotiser, leur donner des jetons sur la blockchain pour leur donner des trucs de gouvernance en fonction de leur implication. Il y a plein de mécanismes à imaginer. Et à un moment, tu dis, OK, là, j'ai 50 000 personnes qui me payent une cotisation de 100 € en Ether, voilà. Et tu peux aller voir des pays en disant, et c'est dans la blockchain, tu vois, c'est prouvable. Tu vas voir des pays, tu leur dis, voilà, aujourd'hui, j'ai 50 000 personnes dans ma communauté, il y en a 5 000 qui sont prêts à venir chez vous si vous nous donnez des bonnes conditions. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Tu vas voir le Portugal, tu vas voir Antigua, tu vas voir Macao, tu vas voir plusieurs pays, tu vois. Tu dis, voilà, on a 5 000, ils gagnent 120 000 $ en moyenne, c'est la moyenne de ce que gagnent les digital nomades. Si on vient chez vous, donc j'avais calculé, s'ils sont taxés à 10%, c'est genre... 12 000 sur 120 000. Oui, mais donc fois 50 000, fois 5 000, enfin, ça fait rapidement des centaines de millions de dollars de taxes, en fait. 50 000 personnes... 12 000, donc 120 000, 10%, donc 12 000 fois 50 000 égale 600 millions. 600 millions. Voilà, alors, voilà, s'il y a 50 000 personnes qui viennent dans ce pays, c'est 600 millions de recettes fiscales directes, juste avec les 10% d'impôts. Gagnant-gagnant. Tout le monde est content parce que 10%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais après, il y a toutes les recettes indirectes. Tous ces gens vont dépenser sur place, il y a la TVA. Quand l'argent qu'ils vont dépenser dans les business, ces business-là vont payer l'impôt sur la société. Donc, en fait, mon calcul à la louche, c'est que 50 000 digital nomades qui arrivent dans un pays, c'est 1 milliard de dollars de recettes supplémentaires fiscales. Boum. C'est rien, 50 000 personnes. Hein. Et là, c'est estimé qu'aujourd'hui, il y a entre 30 et 40 millions de digital nomades. Donc, ces 50 000 personnes, c'est pas du délire, tu vois. Donc, tu peux commencer à négocier comme ça. Et tu peux négocier, OK, on va créer une zone économique spéciale pour nous, par exemple, où on va payer 10% d'impôts. Et on veut des facilités pour avoir le visa.
Et même avant ça, tu peux dire, avant même de commencer à négocier des droits économiques, voire politiques, tu peux dire, OK, on va commencer à crowdfunder des territoires dans le monde entier. Donc, tu achètes des Airbnb, des maisons, des machins. Et ça, c'est à disposition des membres. Par exemple, dans le monde. Tu vois. Et donc, tu peux imaginer un État réseau qui commence à se constituer. Donc, tu as une nation réseau qui se constitue via cette communauté et qui se dote d'un État qui va ensuite représenter cette nation et commencer à négocier avec les États. Et à partir d'un moment, à partir d'un moment, on demande la reconnaissance diplomatique d'un pays. Ok. Et à partir du moment où on l'a, on peut commencer à faire un passeport. Alors, ce passeport ne sera accepté que dans le pays qui aura fait la reconnaissance diplomatique au début, mais l'idée, c'est qu'après, on fait effet domino et qu'au bout d'un moment, on aura un État réseau qui va être validé. Et je veux dire, ça peut paraître de la science-fiction, mais ça existe déjà, en fait. Alors, dans une forme proto, c'est-à-dire que tu as un ordre de chevaliers qui date des croisades, littéralement, qui s'appelle l'ordre des chevaliers de Malte, qui est un proto-État réseau. Aujourd'hui, ils n'ont plus de territoire. Avant, ils avaient Rhodes et Malte, ils n'ont plus. Ils ont encore 2 bâtiments en Italie qui sont hors de la juridiction italienne, comme le Vatican. Et ils ont un passeport qui est reconnu par une 60aine de pays. Ils ont un siège à l'ONU en tant qu'observateur. Et donc là, on a l'exemple d'un État sans territoire qui est reconnu diplomatiquement avec son propre passeport. Donc c'est possible, en fait. Impressionnant. Merci Olivier pour ton retour et ton feedback. On va juste terminer par une dernière question. Ce qu'on a évoqué dans la vidéo et souvent dans mon séminaire, j'aime bien faire ce sondage suivant. Qui vaut plus que 5 € de l'heure? Donc là, tu as globalement tout le monde qui lève la main. Qui a une assistante à Madagascar? Là, tu as 80% des gens qui baissent la main. Peux-tu nous partager, on va terminer cet enregistrement par rapport à cela, la différence entre le mindset et le mindset monopays versus mindset international? Toi comme moi, donc moi j'ai une assistante de vie à Madagascar. J'ai également différents membres de mon équipe pour l'aspect technique via mon entreprise de tunnel de vente au Bénin, en Afrique. Toi, je sais aussi que tu as pas mal de personnes qui sont un petit peu partout dans le monde qui travaillent pour tes différents business. Partage-nous ce concept. Ouais, ok. Donc, monopays versus international. C'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui a appris surtout la langue de ce pays, qui a été éduqué dans ce pays, qui travaille dans ce pays, s'est marié dans ce pays, a des enfants dans ce pays, prend sa retraite dans ce pays et meurt dans ce pays. Il fait tout dans le même pays. C'est ce que j'appelle les monopays. Il n'y a pas de mal à ça, c'est juste que c'est comme ça. Et donc, style mes parents et peut-être aussi tes parents. Quand on regarde autour, il suffit de regarder autour de vous, c'est 98% des gens. Ouais. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Mais le problème de ça, c'est que ça donne énormément d'angles morts. Les monopays sont complètement aveuglés par plein de choses, en fait. Aveugles à plein de choses. Et notamment, ils sont très facilement manipulables par leur gouvernement. Moi, je donne l'exemple, tu vois, cette croyance répandue en France que la sécurité sociale, c'est le meilleur système du monde. Il suffit juste de voyager un peu pour se rendre compte à quel point c'est faux, mais c'est presque une propagande stalinienne. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et puis qu'on va dire, quand tu seras malade, tu seras bien heureux de revenir en France, te faire soigner. Alors ça, combien de fois j'ai entendu? J'ai regardé, il y a très peu d'études sur le sujet, mais le peu qui ont étudié la chose montre que c'est vraiment un phénomène marginal. Il n'y a que 8% des Français qui reviennent en France qui reviennent pour des raisons de santé. Okay, d'accord. Donc voilà, et en plus, dès que tu quittes la France, t'es radié, hein, t'as plus droit à l'accès, t'as plus accès aux soins en France. Donc bon, bref, c'est un des gros clichés. Et dès que tu te mets à vivre à l'étranger, tu vois à quel point c'est complètement fou. Enfin, il y a des systèmes de santé incroyables dans le monde entier qui en général coûtent moins cher en plus. Donc c'est du délire. Moi, à Dubaï, le système de santé est excellent. Et je paye 150 € par mois pour mon assurance santé mondiale, sauf États-Unis, qui me couvre à hauteur de 1 million d'euros par an. Ça me coûte infiniment moins cher que la Sécu. Donc c'est du délire, faut arrêter. Enfin voilà. Donc c'est ça, le monopéisme, c'est avoir des ornières et être aveugle à nos angles morts parce qu'on fait tout dans le même pays, alors que être multi-pays, c'est avoir cette dimension internationale qui du coup nous ouvre nos chakras et aussi nos possibilités d'action. Merci Olivier. Donc souvenez-vous, mindset international versus mindset monopays, et on vous recommande pour des personnes comme nous qui avons pas mal voyagé, explorer le monde parce qu'à chaque fois, créativité, innovation, nouvelle culture, et ça c'est assez fantastique. Donc merci par rapport à ton feedback. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, vous faites partie, comme souvent l'évoque Olivier, de la team 2%. Donc dites-nous qu'est-ce que vous avez apprécié concernant cet enregistrement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, procurez-vous le nouveau livre d'Olivier. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays.
plus libre, plus heureux et moins taxé, comment s'évader intelligemment. Et évidemment, si vous avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like et partagez-le ou là directement auprès de votre réseau et votre famille. Merci Olivier, une nouvelle fois, et je mettrai tous les liens pour que vous puissiez vous procurer et commander un exemplaire de ton nouveau livre qui vient de sortir il y a quelques instants. Merci une nouvelle fois et au plaisir pour la suite.